Salut à tous. Salut. Bon, alors, nouveau podcast Resto Connecté, l'épisode 7 de votre podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Donc, cet épisode, ça avance petit à petit. Aujourd'hui, beaucoup d'actu, des actus nouvelles, c'est-à-dire qu'il y aura peu de suivi de dossier par rapport aux épisodes précédents, mais des sujets plutôt intéressants et on va commencer pour faire, on en avait parlé justement pendant le podcast d'analyse pronostique de Volkanovski contre Yair Rodriguez, qu'on vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. On avait dit qu'on reviendrait sur la performance de Benoît Saint-Denis contre Ismaël Bonfim. Donc voilà, qui s'est passé lors du dernier UFC. Donc c'était notre main event à nous, hein. C'était le main event français en fait dans la catégorie, même si c'était le deuxième combat de la main card. Et Benoît Saint-Denis, il a fait un statement. Il a vraiment fait une performance extraordinaire. Donc pour rappel historique, Ismaël Bonfim, c'était quelqu'un qui était invaincu depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Depuis 10 ans et derrière, il était sur une série de victoires extraordinaires, très impressionnant. Son premier combat à l'UFC, il l'avait gagné au deuxième round sur un coup de genou sauté. Donc quelqu'un voilà qui a marqué les esprits, qui faisait partie des prospects de l'UFC. Donc vraiment les gens, en tout cas fait partie des personnes poussées en avant par l'UFC, puisqu'ils sont deux frères en plus. Donc il y avait une histoire à construire avec les deux frères, puisque s'ils montaient en même temps, enfin c'était voilà, il y avait quelque chose à marketer derrière. Et il est tombé sur un os, de, je sais quoi, blanquette de veau, c'est ça? Tu sais, le plat français, tu sais. Donc voilà, il est tombé sur un os avec Benoît Saint-Denis qui avait un game plan mis en place justement avec son coach Daniel Voirin qui a été aux petits oignons pour pouvoir éteindre complètement la hype d'Ismaël Bonfim et donc prouver que même en tant qu'outsider, c'était lui qui était dominant dans la cage, quoi. Ouais, parce qu'il était vraiment outsider, hein. Au niveau des cotes. Alors, je sais plus les cotes, mais c'était vraiment. Il y avait un large écart. Oui. Mais franchement, quoi dire? Déjà, techniquement, c'était ouf Ouais. ce qu'il a proposé. Mais au-delà de ça, moi, c'est vraiment ce qu'il a dégagé, en fait. Ce qui dégageait de lui. La domination qui dégageait de lui. Je suis d'accord. C'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. Au-delà de la performance technique, c'est vraiment son assurance. Il lui a roulé dessus. Oui. Déjà, bon, le game plan, hein, déjà, enfin, qui a permis de le mettre en fait en confiance et lui a permis d'être aussi à l'aise dans ce combat. Donc, Ismaël Bonfim, très bon boxeur en anglaise. Il a déjà combattu en anglaise. Ouais, il a des combats pro. Il a des combats pro. Il était aussi invaincu, si je dis pas de bêtises. Il a une très bonne takedown defense. Donc, pour quelqu'un qui est très bon au sol comme Benoît Saint-Denis, c'est quelque chose qui est favorable justement à Bonfim, hein. Ça explique en fait pourquoi les cotes étaient aussi favorables d'ailleurs pour Bonfim. Mais le but était, en fait, de ce que j'ai compris, d'envoyer des middle kicks hauts pour venir casser le bras de Bonfim, qui ne pouvait plus donc boxer en anglaise. Et par la suite, après, dans un deuxième temps, venir chercher le foie. Bon, pourquoi pas aller au sol à ce moment-là, en fait, une fois que Bonfim était usé. Sauf que Daniel Voirin ne pensait pas que ça allait se passer aussi vite dans le combat. C'est-à-dire que dès le début, en fait, on a un Benoît Saint-Denis qui a envoyé des parpaings, des middle kicks extraordinaires de l'espace dès le premier, en fait, avec une puissance folle. Derrière, il est venu aussi envoyer quelques high kicks pour justement masquer aussi le middle et pas être unilatéral sur ses frappes. Donc, on a un Bonfim qui, au début, appelait justement Benoît Saint-Denis à venir continuer à frapper en mode, tu sais, ça me faisait penser à Bloodsport quand Frank Dux affronte le mec de la boxe thaï, tu sais, et qui font le concours de middle. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça. Vas-y, cogne. Et Non, au final, voilà, il s'est fait avoir de la même manière. on sait très bien qu'un combattant qui fait ça, souvent, c'est qu'il est touché. Oui. Donc voilà. Et au final, donc ça a très bien fonctionné. Ce qui lui a permis après, dans un deuxième temps, donc d'aller chercher les phases de lutte. On a vu qu'en lutte, il était ultra puissant par rapport à Bonfim. De toute façon, vous voyez, hein, la différence de gabarit déjà dans la taille. Donc c'était déjà un plus pour Benoît Saint-Denis, mais en plus dans le gabarit même, quoi. Il était Il est beaucoup plus énorme. rempli. Il est énorme. Franchement, pour un 84 light... kilos, 84 kilos? je crois, le jour du combat. T'es sûr? Ça me paraît énorme. Je crois que c'est ce qu'a dit Voirin, Parce que 84 kilos. c'est un 70 kilos. S'il fait un rebond à 84,
C'est possible, hein. C'est possible. 14 kilos, 13, 14 kilos, Costa, tu vois. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, en termes de physique, c'est sûrement un des plus gros lightweight de la KT. Oui, ouais. Et donc derrière, bah, une fois qu'il s'est arrivé au sol, grosse domination, bon travail quand même de Bonfim, on peut pas lui retirer hein, quand même, qui n'a pas facilité la tâche à Benoît Saint-Denis, mais il a quand même réussi à aller jusqu'à lui prendre le dos, et là, une fois qu'il avait le dos, bah, c'était terminé pour lui, quoi. Bonne défense dans un premier temps, mais très rapidement, en fait, Benoît Saint-Denis a réussi. Alors, j'ai apprécié le travail, hein. Vraiment, je sais pas si tu as décortiqué, j'ai re-regardé le combat. Le travail, il est magnifique hein, de placement en fait, comment il a rentré sa main, comment il est venu. En fait, dans un premier temps, il essayait de rentrer la main, mais n'utilisait pas suffisamment sa tête. Donc après, il a réajusté. Il est venu bien coller sa joue sur le côté de la tête de Bonfim pour justement pouvoir serrer, pousser la tête de Bonfim. Parce que quand on prend un étranglement, en fait, le secret, c'est de l'accompagner, en fait, pour pas que c'est rentrer le menton et de l'accompagner. Moi, ce que je fais souvent, c'est justement rentrer le menton dans l'épaule pour faire en sorte que la main ne puisse pas s'insérer. Donc c'est le gros avantage. Mais quand on vient coller la tête, justement, à la joue de l'adversaire, il peut On plus peut plus rentrer coller, la ouais. tête. Donc là, la main, elle passe très facilement. Une fois qu'il a rentré la main, il est bien venu fermer avec son menton le cercle justement sur sa main. Et même quand il est venu passer sa main derrière, pareil, il a fermé le cercle encore une fois. Donc il était très hermétique. Ceux qui connaissent Danaher, allez voir tout son travail justement sur le rear naked choke. Et vous verrez que c'est exactement ce qu'il préconise. Il l'a fait à la perfection. Tout était verrouillé. Alors, effectivement, le menton de Bonfim était toujours rentré, mais ça n'empêche que quand on est bien positionné et qu'on crée une toute petite rotation là, comme ça, vers le coude du mec qui étrangle. Enfin, quand moi j'étrangle, là, j'ai les bras fermés en fait vers mon coude. Même si le menton est rentré, en fait, ça vient quand même comprimer les artères justement carotides et jugulaires, ce qui fait qu'au bout d'un moment, eh ben, on ne peut que taper. Et magnifique. Il l'a fait vraiment à la perfection. Enfin, revoyez ce passage-là, en tout cas, d'étranglement. Et si jamais vous avez du mal à finaliser, bah voilà le chemin qu'il faut pour pouvoir le faire. Ouais. Non, non, tout était parfait. Franchement, la stratégie, elle a été appliquée à la lettre. Il n'y a rien d'autre à Ouais. dire. Même la suite, en fait, même après le combat, les call-out qu'il fait et tout, tu sens une maturité de fou. Oui. Et en fait, j'ai tilté après, parce que je n'avais pas calculé, mais il est super jeune. J'avais même pas fait attention, il a que 27 ans. Il est rentré très tôt à l'armée, donc il a eu sa retraite très tôt aussi. Il a que 27 ans. Et franchement, ça présage du bon. Parce que moi, je l'imaginais plus vieux. En fait, il a l'air tellement mature. Et même, il fait plus vieux, tu vois, physiquement. Il a pris tellement de dégâts dans sa tête aussi, tu sais. Ouais, il fait plus vieux. Mais franchement, ça fait quoi, 4-5 ans qu'il fait du MMA? 2017, je crois. Il s'est mis dans les sports de combat en 2017. Il a découvert les sports de combat en 2017. Donc Ouais, ouais, c'est ouais. très très récent. Ouais, c'est Mais ouf. mais oui, il est arrivé enfin il est arrivé très très vite quoi. 2018, je crois, il faisait ses premiers combats pro et là 2023, il est déjà à l'UFC. Enfin bon, c'est une progression qui est extraordinaire. C'est fulgurant. Mais Ouais, comme il a eu sa première carrière dans l'armée, qu'à 18 ans, il était déjà 18 ou 19 ans, il était déjà sur des théâtres d'opération. Enfin, ouais, ça ouais, te fait c'est prendre pour une ça que je dis. maturité de Ouais, dingue, tu vois. non, c'est clair. Donc donc bon, effectivement, et le mec est lucide, le mec a peur de personne. De toute façon, qu'est-ce que tu peux lui faire de plus dans une cage de ce qu'il a déjà connu dans la vie? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait partie de ses profils, un peu comme Ngannou, tu vois, des mecs comme ça. On en parlait la dernière fois. Leur vie, elle a été tellement mise à rude épreuve que derrière la cage, c'est facile, quoi. C'est quoi? C'est une épreuve. Enfin, c'est une épreuve. C'est même pas une épreuve pour eux. C'est un passe-temps, c'est un loisir. Mm. Donc oui. Tu parlais de ses call-out. Ouais, effectivement, Gamrot, Fiziev, Tsaroukian, trois noms qu'il appelle soit pour l'UFC Paris, soit pour Abu Dhabi, avec une priorité à l'UFC Paris. Donc Abu Dhabi qui est au mois d'octobre, en fait, soit septembre, soit octobre, donc Paris ou Abu Dhabi. Bien, bien qu'il veuille passer un cap sur le ranking avec ce type d'adversaire, de ne pas aller chercher trop haut, mais d'avoir des gens qui sont un nom à l'UFC, mais qui restent encore abordables pour l'instant, en tout cas en termes d'expérience. Ça reste quand même haut, mais écoute, de ce que j'ai vu. Maintenant, pas sûr que ça se fasse parce que je crois en plus que Gamrot et Fiziev, ils sont bookés. Ou en tout cas, c'est en discussion. Il Ouais, resterait de Saroukian. De Saroukian, à mon avis,
il va refuser, aucun intérêt, puisqu'il parle d'affronter Makhachev. Enfin, ils sont en pleine discussion, ils se Oui, titillent. avec leur Donc, histoire en plus. il y a peu de chance, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé sa manière de s'exprimer et tout. Ça fait plaisir. Il parle très bien anglais en plus. C'est un Ouais. gros avantage. Donc franchement, c'était une performance dans la cage et en dehors parfaite. Ouais, et puis même sur les arguments qu'il avance en fait pour affronter notamment Gamrot, Oui. c'est très lucide. Enfin, tu vois, voilà, il est européen, je suis européen, on peut Et, s'affronter donc en Europe. et en plus, Gamrot Euh, visiblement voulait combattre en Europe. Il avait demandé à l'UFC. Donc c'est pour ça ouais, qu'il rebondit sur ça. Il rebondit aussi sur le fait que Gamrot avait battu Mansour et c'est ce que j'allais dire. qu'il veut venger la France. Donc ouais, Ouais, il c'est s'était super. affronté au KSW à Ouais. l'époque. Donc ouais, non, j'aime bien. Enfin, et ce que j'ai aimé, c'est justement, en fait, c'est le côté, et c'est ça que j'apprécie chez lui, c'est il n'est pas seul. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que là, tu vois, il sort un nom d'un autre Français. Qui n'est Enfin, même tu vois, pas l'UFC. voilà, il met en avant en fait d'autres Français. Il y a ce truc où il veut pas tirer la couverture à lui seul, tu vois, où il va parler des gens qui l'entourent, qui font partie de son environnement, tu sais, de son entourage. Et ça j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup ce côté corporation, tu sais, du MMA français voilà, on est une jeune discipline en France entre guillemets. Donc voilà, essayons de pousser tous ensemble plutôt que se tirer dans les pattes. Tu vois, et je pense que ça fait aussi écho à la problématique qu'on avait dit sur le titre justement de RMC, tu Ouais. vois, où voilà, il vient dire non, je suis pas contre quand je dis quelque chose, c'est pas contre quelqu'un, je fais une analyse bête et méchante, mais ça s'arrête là, quoi. Donc, euh, donc c'est une bonne chose. Petite parenthèse aussi sur Daniel Voira qui était tout excité. Tu sentais, il était plus heureux que Benoît Sandy. Il était comme un fou. Ah, la team Voira ah ouais, on est les meilleurs. Et donc, il a raison parce qu'en fait, c'est une revanche sur tout ce qui se passe pour lui en France. Parce qu'il y a ça aussi, hein, avec les histoires qu'il y a eu avec le Venom Training Camp qui lui avait fermé ses portes au profit de Lopez et du MMA Factory. Le fait qu'il s'entraîne aujourd'hui dans les fitness parks. Enfin, tu vois, c'est lui aussi la vie pas facile. C'est Ouais, le et puis Français. après, je pense aussi que le fait que quand tu es outsider à ce niveau-là, parce qu'il était vraiment outsider et que tu gagnes, avec la manière en plus, t'exploses encore plus. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, bon, Benoît Saint-Denis qui dit qu'il sera le premier champion français à l'UFC. Bon, quand il a dit ça, je lui souhaite, mais il y a quand même encore le cas Fioro. Il faut pas l'oublier, Manon Fioro qui est pas loin du tout, enfin qui est plus proche que lui d'avoir un titre, enfin en tout cas d'avoir un title shot, donc et potentiellement donc le titre. À Ouais, mon sens, oui, elle, non, elle, c'est clair elle est, elle est que, devant quoi. bah, surtout dans la KT où il est, enfin, les chemins sont longs. C'est-à-dire que les performances ne suffisent pas dans cette catégorie. Il faut en plus être une star. C'est ça. Là, je pense que il a pris du star power avec cet événement-là. Et alors, il a pris en France, je crois avoir vu qu'il avait pris 20 000 followers juste après son combat, ce qui est énorme, hein. Ouais. Oui, c'est énorme. Ouais. Mais bon, on n'est pas quand même. Enfin, on sait que les Américains, quand ils parlent de stars, français, c'est compliqué. Un Français, c'est compliqué. Ouais, pour l'instant, du moins. Pour Ça va l'instant. venir. Ça va venir. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est bien. Je souhaite qu'il ait un title shot rapidement parce qu'il le mérite. Enfin, quand je dis un title shot, c'est-à-dire dans quelques combats, hein. Quand je dis rapidement, c'est pas là son prochain combat, mais dans quelques combats. Mais la logique veut que pour l'instant, la première sur la liste, ça soit Manon Fiorot. Ouais. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on le verra à l'UFC Paris? Parce qu'il a pris 0 dégâts, visiblement. Non. Ouais. C'était c'était la question parce qu'on s'attendait à une guerre. En fait, même victoire ou défaite, on s'attendait à une guerre contre Bonfim, qui est un combattant agressif et dangereux. Mais il a pris 0 dégâts. Donc potentiellement, on peut le voir. Maintenant, contre qui? Ça aussi, c'est compliqué parce que si tu lui mets pas un nom intéressant, est-ce que ça vaut le coup d'enchaîner tout de suite? Est-ce que vaut mieux pas attendre un nom intéressant? Je sais pas ce que tu en penses. Je suis moi plutôt d'accord avec ça, étant donné qu'il a déjà fait le premier UFC Paris, étant donné qu'il a ouvert le bal des victoires à l'UFC Paris 1. Tu vois, c'est pas comme une Manon Fiorot qui elle voulait combattre au dernier UFC et UFC Paris, je parle, et qui n'a pas pu pour cause de blessure. Là, lui, il l'a déjà fait. Bon, c'est bien, c'est toujours bien de combattre chez soi, c'est toujours bien de combattre devant son public.
Moi je suis d'accord avec le fait d'être dans D'attendre un peu. la gestion de carrière, dans une bonne gestion de carrière, plutôt que de prendre un risque contre quelqu'un qui t'apportera pas grand-chose non plus, C'est ça, tu vois, c'est ça. et derrière redescendre si jamais tu perds. Alors bon, pourquoi il dit ça? Parce que lui, dans sa tête, il ne perdra pas parce qu'il se voit déjà face à Makhachev et dominer Makhachev, donc tout ce qui est en dessous pour lui c'est de la formalité. Je veux bien l'entendre, parce que quand tu vois ce qu'il nous propose, franchement, honnêtement, c'est un sacré guerrier avec un sacré menton, une boxe qui est de plus en plus propre. Il a une marge de progression, comme il a commencé il n'y a pas longtemps, qui est énorme. Son sol, il est plus qu'abouti, dans le sens où c'est un sol bien adapté au MMA et en plus où on recherche la soumission. Il a que des finishes. Non, moi, j'ai confiance en lui. Mais, euh, mais oui, au bout d'un moment, il va falloir réfléchir aussi peut-être à la gestion de la carrière et savoir qui on lui met en face. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, après, si tout le monde est booké entre Tsaroukian, Fiziev et Gamrot et qu'il doit attendre le résultat de ces combats-là, plus ensuite après le temps d'une préparation, ça peut faire long aussi. Donc je peux entendre qu'il veuille faire un combat rapidement contre quelqu'un. Et ça lui fait de l'expérience en plus. Oui, c'est vrai. Maintenant, moi, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas eu de bonus. Ah, j'ai pas vu Ouais, l'info des bonus. il n'a pas eu de Ah, je bonus. pensais, tu Alors, vois. pour moi, il a une performance of the night parce que c'est un combat de la main card. Hmm. Le mec est outsider. Le mec roule sur l'adversaire, il le finit. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ouais, je suis d'accord. J'ai pas vu toute la carte. J'ai vu le combat juste avant. Donc, pareil, beau KO. Enfin, tu sais, au premier round, aussi impressionnant. On a vu le combat de Strickland. Ouais, pas mal aussi. Bah, Gros Strickland KO. a eu une performance. Ouais, ouais. Écoute, je sais pas. Mais c'est vrai que après, voilà, c'était une soirée où il y a eu aussi. Voilà, j'ai pas vu le reste, mais en tout cas, il y avait déjà 3 KO sur Ouais, la main card. Donc, bon, c'était une ça joue belle aussi. carte. Ouais. Bon, rien d'autre à rajouter? Non. Continuons. Deuxième info, Sandhagen qui accuse un juge de malhonnêteté quand il a fait son combat contre Marlon Vera. Donc, il nous explique qu'il a rencontré donc le fameux juge qui s'appelle Joël Ojeda, Ojeda, je ne sais pas comment ça se prononce, Ojeda, si c'est la Jota. Donc, il y a quelques années, alors qu'il était en train il était en train de suivre un de ces gars qui était en train de, De attends, combattre. il était en train de combattre. Il Il coachait. arbitrait un combat. En fait, il était en train d'arbitrer un gars à lui de manière horrible, le fameux Joël. Et il lui a dit, depuis, il dit qu'il l'a pris en grippe. C'est d'ailleurs le seul juge qui l'a jugé en faveur de Vera, alors qu'il avait complètement dominé le combat. Il a tout de même gagné le combat contre Marlon Vera, on le sait. Hein. Mais en tout cas, voilà, tout le monde a remarqué en fait cette décision de ce juge-là qui était incompréhensible à la lumière du combat qui avait été fait par justement Sandhagen. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, ce que je me demandais, c'est que logiquement, bon, on se dit ça pourrait pas être possible, mais bon, les juges sont des humains. Oui. Donc, ça veut dire une inimitié vers un combattant, ça peut tout fausser en fait. Bah, là, ça va que le combat il était à sens unique et donc que les deux autres juges ont été dans le sens de Sandhagen. Mais si c'est un combat qui est plus serré et que tu te retrouves dans cette situation-là, effectivement, ça peut faire basculer le combat pour quelqu'un d'autre. Ouais. Et, non, franchement, c'est abusé. Et c'est là où tu te rends compte que vraiment, quand on dit ne laissez pas la décision dans les mains des juges, ça prend tout son sens. Alors oui, ça prend tout son sens. Maintenant, qui justement peut avoir la certitude de finaliser tous ces combats, Ah non, tu c'est vois? sûr. C'est sûr. C'est-à-dire qu'il y aura forcément dans ta carrière un moment où tu devras être jugé. Euh, voilà. Alors, s'il savait que ce juge-là l'avait en grippe, est-ce qu'il pouvait pas est-ce que déjà, et alors déjà, ouais, non, mais je pense qu'en fait, tu sais pas à l'avance qui va te juger sur tes combats, pour la simple et bonne En raison sachant que, que ce juge, c'était la première fois qu'il était sur l'UFC. ouais. Ouais, mais C'était je sa pense pas première. que les combattants ne sachent quel juge va les arbitrer, enfin va les juger justement avant le combat, parce que sinon ça peut laisser la porte à À des soudoyer le juge pressions, ou à de la etc. Ouais, c'est clair. pression. Ouais. Donc je pense que tu le sais pas. Maintenant, est-ce que le fait qu'il en ait parlé publiquement, est-ce qu'ils vont l'UFC faire en sorte que ce juge-là ne soit plus juge sur les combats de Sandhagen, Ne soit tu pas vois? juge du tout. Honnêtement, pour moi, c'est une faute grave, ça. T'es plus juge du tout. Hein. Oui, mais faut-il le prouver?
Alors, certes, tu as le côté, c'est le seul juge qui a été à l'encontre des deux autres. Ok, mais bon, on sait que des fois, enfin, ça arrive très souvent d'avoir des juges comme ça qui ont une autre lecture d'un combat, tu vois. Ouais, Donc, c'est vrai. comment tu prouves après derrière qu'il l'a fait intentionnellement parce qu'il ne l'aime pas, tu vois? Quelle preuve tu as? Non, en fait, tu peux pas le prouver, mais comme l'UFC est une société privée, ils peuvent décider de conserver un juge ou pas, tu vois? S'ils le Ouais. jugent inefficace, ils peuvent Bah, l'éjecter. si tu te dis déjà que des années auparavant, il jugeait déjà de manière horrible, visiblement selon les termes de Sandhagen, euh, effectivement, comment a-t-il fait pour accéder à l'UFC déjà? Ça aussi, c'est quels critères, déjà qui décide des juges et quels critères en fait il y a dans la sélection d'un juge et dans le fait qu'un juge puisse continuer à juger ou pas. Ouais. Est-ce qu'il y a des fautes, justement, comme je disais, graves qui permettent d'évincer quelqu'un ou de le laisser, de le reléguer à des plus petites ligues, même si je trouve ça dégueulasse, parce que ça, j'ai jamais compris. Tu sais comment un arbitre ou un juge, parce qu'il est pas bon, bah, il va sur des combats plus bas, mais le combat plus bas, c'est pas forcément. Tu vois, la valeur d'un combat n'est pas sur l'événement, c'est la valeur d'un combat, c'est sur celle que tu lui portes. Et nous, Exact. on le vit dans le grappling, quoi. Quand t'as un juge, enfin pas un juge, mais un arbitre qui est pas bon et qu'on te dit oui, mais c'est pas grave parce que t'es en débutant et tout ça. Ouais, d'accord, certes, mais bon, je suis Ça a un débutant, certes, impact. mais c'est ma Ça a un carrière, impact. quoi. Et d'autant plus en MMA, où on sait qu'avoir une fiche vierge, c'est de plus en plus important. Donc non, même en amateur, c'est super important. Ouais. Donc j'aimerais bien savoir, ouais, comment ça se passe sur ces repères-là. En fait, si tu vois qu'un juge est tout le temps à contre-courant des autres ou prend des décisions complètement incompréhensibles, est-ce que tu peux l'évincer? Qui a autorité là-dessus? Bah, je pense que Dana White, il a l'autorité, puisqu'il peut même envoyer des arbitres, qui sont envoyés par la Fédé aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, renvoyer, non, mais dire que tu ne les veux plus sur ton événement. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et est-ce que tu penses que les juges, si vous avez ces réponses-là, hein, donnez-les nous, hein, mais est-ce que tu penses que les juges décident, eux, de quel combat sur quel combat ils vont se placer? Comment se fait l'organisation? Comment se fait le tirage au sort? Parce que ça aussi, si jamais il l'aime pas et qu'il a dit, bah, moi, je me place sur celui-là, tu vois? Non, je pense pas. Non, non, je pense pas. Mais visiblement, c'était le quatrième combat qu'il jugeait là, ce soir-là. Ouais. Bah, de toute façon, les Non, juges, c'est les mêmes sur toute la soirée, non? je sais pas. Les arbitres Je, changent, mais les juges, je crois qu'ils restent. je sais pas. Bah, tu vois, bah, rien que ça, si c'est le cas, c'est une erreur. Parce que tu peux pas rester concentré pendant 3 heures de MMA à regarder. C'est impossible. C'est impossible. Hmm. De toute façon, c'est pas la première polémique qu'il y a sur les juges. On en avait déjà parlé. Avec qui j'en parlais la dernière fois aussi, qui expliquait en fait, est-ce que les juges doivent être tous les trois côte à côte et donc avoir le même angle pour le combat? Est-ce qu'ils doivent être séparés Dans une pièce euh, isolée, sans son, dans, sans on en son, par parlait. exemple? On en Ouais. parlait, ouais. Bah c'était avec toi, oui. Est-ce qu'ils doivent être chacun un coin de la cage justement pour avoir des angles différents et avoir une vision plus globale de la situation? Donc, est-ce qu'ils doivent juger sur un écran ou est-ce qu'ils doivent juger en live? Enfin, tu vois, c'est tout un tas de questions comme ça auxquelles il pourrait y avoir réflexion pour savoir justement comment optimiser en fait tout simplement le côté le jugement quoi, le Mm. jugement. Parce que même quand t'es sur une caméra, si on pousse un peu le truc, même si tu es sur un écran, en fonction de la caméra et de ce qu'on veut bien te montrer, tu peux avoir une vision complètement différente de la situation aussi, en fonction des angles que te donne la caméra. Ouais, complètement. Donc non, je crois qu'il n'y aura jamais vraiment. De toute façon, à partir du moment où le jugement restera humain, il sera toujours partial. Tu sais, même si tu as la meilleure volonté du monde, tu peux avoir. Enfin, tu auras toujours un moment soit d'inattention, soit un moment et combien de fois on a vu des juges de table ou ce genre de choses qui regardent complètement ailleurs ou qui discutent ou enfin, tu sais, qui sont dans la lune et qui en fait captent rien, tu vois, Tout le temps. tout le temps. C'est normal, c'est normal. Donc il y aura toujours des problèmes de jugement. Ouais, malheureusement. Maintenant, là, sur le coup, c'est vrai que quand il dit j'espère que je ne vais jamais le retrouver sur mes autres combats, j'espère que l'UFC, si c'est avéré, effectivement, fera en sorte que. Bon, mais je pense, c'est sûr même.
Maintenant que l'info est sortie, ils vont s'attarder à ça, c'est sûr. Ouais. En tout cas, ouais, si c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Effectivement, quand tu as quelqu'un dans le nez, et tu le vois, hein, enfin, ça arrive tout le temps. Enfin, quand il y a des arbitres qui te supportent pas, moi je le vois en tant que coach, il y a des fois, je suis tellement en train de gueuler parce qu'ils font des erreurs qu'au bout d'un moment, ils ne supportent plus, quoi. Enfin, tu vois, même si tu veux essayer de leur expliquer, non, mais c'est vrai, c'est une réalité, même si tu veux leur expliquer le pourquoi du comment, que tu prouves avec des vidéos, que tu montres que tu avais raison dans la situation parce que le règlement veut ci ou veut ça. Et derrière, tu sens qu'au bout d'un moment, tu peux agacer les gens. Mais toi, tu fais juste ton taf de coach. Lui, finalement, Sandhagen, quand il a coaché son gars, bah, il faisait son taf de coach. Et ça aussi, tu vois, ça montre aussi ce truc où quand tu es coach et combattant, tu as deux casquettes différentes. C'est-à-dire que quand tu es coach, c'est ton rôle de gueuler sur l'arbitre. C'est marrant, j'en parlais avec, je sais qu'il va nous écouter, donc voilà, comme ça, tu fais une dédicace avec Julien Casier, le patron de la Gracie Bar à Paris. Euh, Même peut-être Gracie Bar. Oui, non, Paris, on va dire Paris. On va arrêter à Paris. Je sais pas si t'es France ou pas, mais je m'arrête à Paris. Je veux pas non plus que t'aies la grosse tête, hein, monsieur Julien. Donc on parlait de ça ce matin. Le rôle de coach, c'est de décharger en fait la pression sur l'athlète en gueulant sur l'arbitre, en pointant du doigt les erreurs et faire en sorte que l'athlète n'ait qu'à combattre Reste finalement focus dans sur les son meilleures combat. conditions. Ouais. C'est ça. Donc là, Sandhagen, finalement, quand il met en avant ce problème-là avec son gars à l'époque, il était là en tant que coach, il était dans son corner. Donc là, maintenant, lui qui est combattant aujourd'hui, ça vient rejaillir sur lui. C'est-à-dire que le rôle qu'il avait en tant que coach de dire ton jugement, il était horrible, t'as fait de la merde parce que t'avais pas les yeux en face des trous, c'était son rôle en tant que coach. Maintenant, il en pâtit en tant qu'athlète. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Ouais. Ouais. Enfin bon. En tout cas, des sujets sur l'arbitrage et sur le jugement, on pourra en faire toutes les semaines. Mais là, voilà, c'était en lumière, donc on en a parlé. Charles Oliveira. Non, bien sûr que non. La série La Cage, bien sûr, d'abord. La série La Cage de Franck Gastambide, qui va être mise en place par Netflix et donc diffusée sur Netflix. Donc, une série 100% MMA. Il dit, Franck Gastambide, qu'il a deux passions, le rap et le MMA. Donc, il a déjà fait une série sur le rap, il va faire une série sur le MMA. Va voir le jour très bientôt avec quelques grands noms du MMA français, donc Cyril Gane, donc il sera à sa deuxième apparition sur des séries justement de Gastambide, puisqu'il était passé aussi très rapidement sur justement Validé. Il avait fait un passage. Oui. Tu l'as vu la série Validé? Ouais. Ouais. Donc voilà, il y a Abdul Abdouragimov, il y a Saladin Parnasse, il y a Morgan Charia, il y aura Georges Saint-Pierre, attention, Ramzat Jambiev, et on aura aussi Antoine Simon et Taylor Lapillus qui vont jouer leur rôle de commentateurs RMC. Mais en Donc fait, tous les combattants jouent leur propre rôle. Hein. oui, je me doute. Tous les combattants jouent leur propre rôle. De ce que j'ai lu, ils font tous c'est petit, hein, ils font une apparition. C'est ça. Ils font une apparition de 30 secondes, une minute. Ils passent comme les guests qu'il y avait eu dans la série Validée, finalement, les rappeurs. Ouais. Ils font Qui une va mettre le coup apparition. de pression que Roth avait mis dans Validé? Qui aura le rôle du coup de pression? Ah, je sais pas. Alors, visiblement, Cyril Gane a un plus gros rôle. Fernand Oui, Lopez aussi. ça me choque pas. Ça me choque pas. L'antagoniste, ça serait Bilal Shkitou. C'est Il ça. aurait le rôle du champion, sûrement que le Du héros méchant en devra. tout cas. Alors, Voilà, je sais pas de si du méchant, l'anti-héros. parce que. Voilà. De l'antagoniste. Et par contre, le personnage principal, donc c'est pas un combattant. Non, c'est Ah, Melvin Boomer. ok, donc tu as noté son nom. Mais bien sûr, le professionnalisme, mon ami. Donc, Melvin Boomer, qui est un acteur qui ne vient pas du MMA. On ne sait pas d'ailleurs s'il pratique les sports de combat ou pas. Mais donc voilà. Et Bilal Kitou, c'est un boxeur. C'est pas, Ouais, c'est pas un ouais, mec du MMA non un plus. boxeur. Mais C'est qui fait ouais, quand même, qui est souvent. On le voit souvent en factory. Bah, son frère oui, s'est lancé dans le MMA. Lui, je sais pas, voilà. mais. Ouais. Et donc en fait, voilà, il y aura effectivement les apparitions de chaque combattant. Donc je pense que ça sera soit dans les préparations, soit dans des combats. Enfin, s'ils font un espèce de tournoi, ça sera des personnes qui va affronter. Donc ça va être très drôle de voir par exemple un Saladin Parnasse ou un Abdul Abdouragimov se faire taper par Melvin Boomer, qui va boomer, tu sais, ces personnes-là.
Ça me choque pas, moi, que ça soit quelqu'un qui ne vienne pas forcément du MMA, mais qui soit un véritable acteur qui joue justement le rôle du principal, parce que bah, ça reste une série, ça reste un jeu d'acteur. Enfin, tu vois, faut que les émotions elles passent aussi. Donc, Non, c'est clair. Non, voilà. j'ai pas de problème avec ça. J'espère juste qu'il a quand même une base, tu vois, qui soit un J'espère minimum aussi. pratiquant, parce que ça se ressent, en fait. Ça, pour le coup, ça se ressent. At- pour le coup, Attic, c'était un vrai rappeur, on le sait, il a fait une carrière derrière, Oui, tu mais même vois. avant, tu vois, il faisait des morceaux. Mais ouais, donc j'espère vraiment qu'il aura une base, J'espère aussi. parce que sinon, Alors après, ouais, ça va se ressentir. quand c'est chorégraphié, quand tu vois, si le mec est à l'aise avec son corps et que la chorégraphie elle est bien faite et que le mec s'entraîne correctement, il peut donner le change. Tu vois, tu sais, avec un bon angle de caméra, enfin, tu vois ce que je veux dire. On a bien vu Clovis Cornillac faire Scorpion, tu vois. Clovis Cornillac, il s'était entraîné très très dur. Ben voilà, c'est ça. Donc avec un bon entraînement, tu peux très bien faire quelque chose. Honnêtement, c'est pas dégueu ce qu'il fait Clovis Cornillac. Et puis comme en plus de ça, alors je sais pas sur quelle base sera faite cette série, mais tu prends la série Scorpion en fait, enfin le film Scorpion. À la base, c'est un boxeur qui se met au MMA, donc il y a aussi cette phase d'apprentissage. Et ça, c'est intéressant parce que s'il y a des erreurs, tu te dis ouais mais le mec il débute. Enfin tu vois ce que je veux dire, il grimpe les échelons au fur et à mesure du temps. S'ils font un truc un peu pareil, ça gomme un petit peu le problème du combattant, justement, enfin, tu vois, qui techniquement serait un peu plus poreux. Ouais. Tu On sait vois? qu'il y aura 5 épisodes de 45 minutes. D'accord, ça je savais pas. Donc écoute, à voir. Qu'est-ce que Alors, t'en penses? qu'est-ce que j'en pense? Justement, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que j'en pense? Pour l'instant, pas grand-chose. Alors, qu'il y ait une série sur le MMA, c'est bien, parce que ça va faire découvrir la discipline à un public plus large, donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de cette discipline? Enfin, si c'est pour faire un validé 2, mais juste tu retires le rap et que tu mets du MMA, ça m'intéresse pas. Dans le sens où validé, c'était quoi? Le monde du rap. Le mec, il arrive. C'était le jeune dealer, mais gentil, mais il est obligé de dealer pour survivre. Il vient comme ça, c'est un mec qui sort de nulle part. Il fait un feat, enfin, tu sais, il appelle Skyrock, il rappe à l'antenne, il dit je suis en bas, ils le font monter. Le mec devient une star, mais il y a des gangsters. Donc en fait, comme il y a des gangsters, la vie elle est pas facile. Il se fait casser la gueule, il y en a un qui meurt, et ça se tire dessus. Enfin, tu vois, je veux bien. C'est bien. C'est pas caricatural, mais ça pousse à l'extrême des problèmes qu'il y a dans le rap. Tu vois. S'ils font la cage avec le petit jeune qui démarre, tu vois, qui est un bon gars, mais qui a une vie difficile. Et puis pour s'en sortir, il fait du MMA. Mais en fait, dans le MMA, il y a aussi des mecs, tu vois, qui sont pas sympas. Et donc, en fait, ils vont attaquer sa famille. Et puis ils vont tirer des gens. Et puis il y en a un qui meurt. Et puis, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et que tu te retrouves en fait avec la même série, mais avec juste en fait, tu retires le rap et tu mets une cage de MMA. Ça m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, je vais le regarder. Mais bon, t'auras pas la même claque qu'il y a eu pour valider. C'est vrai que j'ai peur de ça aussi. J'ai peur de ça. Mais d'un autre côté, malheureusement, c'est ce qui vend, tu vois, Oui, en bien termes de sûr. série. Donc c'est compliqué, hein. Mais il faut pas que l'image du MMA soit associée forcément à, tu sais, un truc négatif à côté, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que déjà, les gens, ils ont une image négative du MMA. Donc, si derrière, tu fais la même chose, bah, tu confortes les gens là-dedans, même si c'est une série, tu vois, il y aura toujours des mecs pour dire, bah voilà, c'est comme ceux qui n'ont pas regardé Validé parce que c'est du rap, tu vois. Eh, mais ouais, mais moi, le rap, j'écoute pas. Oui, mais regarde l'histoire. L'histoire, elle est belle, tu vois. Enfin, moi, j'ai aimé Validé. Je vais même, bah, je vais encore vous raconter ma vie parce que j'adore raconter ma vie. Et quand le dernier épisode, il n'y a plus de spoil maintenant, hein, de Validé, la saison 1, quand le mec, il arrive, tu sais, le motard qui tire dans le camion, enfin, dans le camion, dans le 4x4, et que là, tu sais, la série, elle s'arrête là-dessus, et tu sais pas qui est mort, comment, enfin, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, et en fait, bon, tu te rends compte que c'est Attic qui est mort. Spoiler alerte. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, ils sont tous morts dans l'histoire. C'est quoi, ça se termine comme ça? Ils parlent d'une saison 2. Et là, tu es choqué. Choqué au point que je vous ai dit, je vais raconter ma vie. J'ai envoyé un message, je savais qu'il tomberait dans l'oubli, mais à Franck Gastambide sur Instagram, en disant, putain, c'est la fin de série la plus chaude que j'avais pas vue depuis Game of Thrones. Tu vois? Honnêtement, c'est des fins de série comme ça où t'es là, c'est super, ils font la fête et tout ça, bam, les noces pourpres dans Game of Thrones, l'épisode des noces pourpres, où tu sais, tu vois ce Incroyable. que je veux dire? Ils sont en Non, train de non, se marier comme ça, et puis là, il y a tout le monde qui se fait buter, tu peux pas tu vois? comparer ça à Game of Thrones quand même. Non, mais je veux dire, dans la claque où t'es là sur ton canapé, c'est la bouche un peu ouverte comme ça, et t'es là, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? On va vraiment s'arrêter là-dessus?
Non, tu vois le truc, on s'arrête vraiment là-dessus. Ouais. Non, oui, c'est vrai, la fin, Voilà, elle était bien, la fin. la Moi, elle fin m'a était. laissé. T'attendais la suite, en fait. C'est ça. T'avais envie de voir la saison 2, tu vois. Donc c'était une super série et on ne fallait pas s'arrêter juste au rap, tu vois. Et là, il ne faudra pas s'arrêter juste au MMA, par contre, si c'est le même cadre de série. Ah, je sais pas. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai peur de ça. J'ai peur qu'ils choisissent le chemin de la facilité, justement. Ouais, bah, ça serait ça, en fait. Ça serait vraiment le chemin de la facilité. Donc, Écoute, de toute façon, on sera bientôt fixé, hein. ça sort quand? Dans le courant de l'année 2024. D'accord. Ok, ouais, donc c'est C'est en pas demain. tournage, là. Non, Quand tu non, dis non. bientôt fixé, Non, oui. Non, pas bientôt, ah, bientôt quand même, hein. Donc ouais. Non, mais écoute, mais par contre, qui joue nos rôles? bonne question. Bah, c'est nous, hein. Ah ouais? Il nous a juste pas appelé, c'est tout. Oh putain. Écoute, hein, Franck, si jamais t'as mis connexion dans ton épisode de La Cage, et il faut pas qu'il y ait que RMC quand même. Ici, il faut au moins que tu sais, t'aies une voix off, une voix d'un podcast. Bon, mais on est là. On est là. Regarde, écoute nos voix. T'as même pas besoin de montrer nos visages. De toute façon, au début, on montrait pas nos visages. On avait On peut, conscience du problème de faciès. on peut faire les hétéros, hein, s'il faut. Mais bien sûr, bien sûr. Et je pense que ça rajouterait une plus-value à la série en plus. Ah, attends. 684 abonnés, je crois, hein. Attends, si on pèse pas dans le game, je sais pas quoi dire. Allez, changeons de sujet. Charles Oliveira veut combattre en dehors de l'UFC, enfin en dehors de la cage, à l'UFC Fight Pass Invitational. Donc, qu'est-ce que c'est que cette UFC Fight Pass Invitational? Explique-nous. Eh bien, écoute, mon cher Jamy, c'est très simple. C'est une compétition de grappling organisée sur l'UFC Fight Pass qui se base un petit peu sur les règles, même grandement sur les règles de l'EBI. Donc, t'es Lady Bravo Invitational. En fait, s'il y a Invitational derrière, c'est que tu as des règles de l'EBI, tu sais. Bon, après, Eddie Bravo est dans les commentateurs, tu sais, dans les speakers, dans les commentateurs. Donc, bon, ça, voilà, l'affiliation, elle est toute trouvée. Et donc c'est un tournoi qui se passe là. Il y a eu la D'ailleurs, quatrième attends, édition qui est sortie. rien à voir, mais quand tu ponds un règlement comme ça, là, aussi structuré, enfin, aussi défini et tout, Hmm. pour que quelqu'un d'autre utilise ton règlement, il doit te payer ou pas? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Est-ce qu'il l'a déposé ou pas? Tout dépend en fait si c'est déposé ou pas. Ouais, Je parce que pense. regarde, là, il est là, donc je pense que ouais, je pense que oui, il gagne son truc dedans aussi, hein. Je pense qu'il gagne son truc dedans sur le concept. Après, le règlement change un tout petit peu dans le sens où c'est l'overtime en fait surtout qui est similaire. En fait, finalement, la signature de l'EBI, c'est l'overtime. Où tu viens, si au bout du temps réglementaire, il n'y a pas de vainqueur, il y a un overtime avec une position galère. C'est-à-dire, soit tu as ton adversaire dans le dos, tu choisis d'être en attaquant ou en défenseur, soit tu es pris en juji, pareil, attaquant ou défenseur. Donc, ce qui est pris en compte, c'est le temps de sortie, le temps que tu mets à sortir. Et s'il y a soumission, alors, comme c'est toi qui choisis, en fait, c'est stratégique. Par exemple, si je choisis de défendre en premier, on jette la pièce, on me donne le choix, je dis, bah voilà, je défends, et mon adversaire va choisir le dos ou le juji, tu vois. Donc, il choisit le truc. Si j'arrive à sortir, je prends mon adversaire après dans le dos ou dans le juji, et il doit sortir moins vite que moi, entre guillemets. Si je me suis fait soumettre et que je suis premier, c'est pour ça que c'est intéressant d'être défenseur en premier. Je me fais soumettre, il y a un temps de soumission qui est pour aller jusqu'à la soumission. Donc si je passe en deuxième, je dois soumettre plus vite Plus vite, que ouais. mon adversaire. Donc c'est un peu le concept. Il y a 3 overtime différents et après ils font le cumul du temps et ça détermine un vainqueur. C'est pas mal, c'est intéressant. Moi j'aime beaucoup ce règlement-là. Et puis en même temps, ça met en lumière aussi une des grandes failles du jiu-jitsu brésilien ou du MMA ou n'importe quoi, qui sont les sorties qui ne sont pas suffisamment travaillées dans le travail dans les clubs. C'est-à-dire qu'on prend toujours du temps à travailler sur l'attaque, mais les sorties sont rarement bossées correctement Ouais. de position ou de soumission. Ouais, et D'ailleurs, ce qui est bien dans ce règlement, c'est que souvent, quand il y avait des combats en sub-only, quand ça finissait dans le temps réglementaire, c'était match nul s'il n'y avait pas de soumission. oui. Donc en fait, ça saoulait tout le monde. Parce que quand tu sentais que le mec au-dessus, en face de toi était au-dessus, tu fermais le jeu, tu attendais la fin du temps et tu savais que tu avais match nul. Là, on sait qu'obligatoirement, à la fin, il y aura un vainqueur.
Oui, mais ça crée d'autres travers aussi, enfin d'autres travers qui n'en sont pas forcément, mais tu Des vois, par mecs qui exemple, deviennent spécialistes dans les sorties et qui attendent la fin pour sortir. bah, la B-Team, en fait, par exemple, la B-Team, tu sens que c'est travaillé comme une science. C'est-à-dire qu'on sent que ce format-là, c'est vraiment le format qui leur convient. Que ça soit Nicky Rod ou que ça soit, enfin, que je dis la B-Team ou la New Wave, New Wave Jiu-Jitsu de Danaher. Mais la B-Team, Nicky Rod, Craig Jones ou New Wave, parce qu'il y avait comment il s'appelle, Meregali, qui a combattu, tu sens que ils connaissent parfaitement le règlement. Ils savent parfaitement comment se placer. Ils savent parfaitement comment leur opposant doit se placer. Tu vois, notamment dans le dos. Dans le dos où, tu sais, les mains, en fait, ils sont en seat belt, donc, mais ils doivent être, et ça doit être bloqué au niveau de la poitrine. En fait, tu dois pouvoir rentrer tes mains en défense, déjà. Et quand l'adversaire vient serrer trop au niveau de la gorge, tu vois, ils disent à l'arbitre, non, 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 là, on baisse les mains, il faut que je puisse rentrer mes doigts, il faut que je puisse rentrer mes mains. Tu vois, ce qui fait que déjà, ils prennent, tu sais, l'ascendant psychologique sur l'autre. Tu vois, déjà de savoir comment se positionner. Les pieds ne doivent pas être croisés. Sur le juji, tu dois prendre donc le bras de l'adversaire, mais tu dois pas verrouiller tout de suite. Tu dois poser ta main au sol. On en avait déjà parlé de ça sur le Ouais, roll-up, sur le fait que les arbitres français ne maîtrisaient pas justement le règlement EBI et qu'il fallait qu'ils s'attardent sur ces points-là pour qu'on soit vraiment sur quelque chose de cohérent. Comme le fait que dans les deux cas, l'arbitre il est derrière et il force la personne à rester assise. Tu vois, tu peux pas être déjà un peu de côté ou déjà un petit peu allongé ou quoi que ce soit. Il ouais, faut que la position de départ, c'est seulement quand voilà, il dit top qu'il se retire et qu'il laisse le c'est combat ça. partir. La position de départ doit être la même pour tous les combattants, en fait, c'est ça. Donc c'est super intéressant, mais ça donne des mecs comme Nicky Rod, qui lui est complètement en capacité de finir un combat, mais qui gère tellement, en fait, la phase justement d'overtime, que des fois, il s'épuise pas, en fait. Il gère, il va passer la garde, il va contrôler, il va prendre son temps, et puis il va aller jusqu'à l'overtime, tu vois. Ouais. Donc voilà. Là, il s'est passé donc effectivement, donc je disais, c'est un tournoi agrémenté de super fight. Donc parce que c'est normal, comme dans tous les tournois, il faut du temps pour que les personnes se reposent entre deux phases, entre les quarts, les demi et les finales, entre guillemets. Donc entre deux combats, donc ils mettent un overtime, enfin ils mettent un temps de pause avec un combattant soit de l'UFC ou alors Bah, un très combattant de souvent de grappling. l'UFC. Très souvent, c'est aussi pour ça que Oliveira il est intéressé. C'est une des rares compètes où l'UFC les laisse participer en fait, parce que c'est eux qui organisent déjà. Oui. Et donc on a vu à celui-ci avec Glover Teixeira contre Anthony Smith. Contre Anthony Smith, ouais. Ouais. Victoire de Glover Teixeira. Il y a un combat de l'UFC, enfin de combattants de l'UFC, et là c'est particulier parce que c'est le seul combat qui est différent des autres. Parce que là je l'ai regardé cet épisode-là, j'ai pris le Fight Pass pour Nora, pour étudier son adversaire. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Quand tu vois les autres super fights, tu vois Craig Jones Craig Jones contre Philippe Pena. C'est le même règlement que pour le tournoi. Par contre, pour le combat entre Teixeira et Anthony Smith, ça a été sur 3 rounds. En fait, ils Ok. ont fait comme en MMA. Donc 3 rounds de grappling. S'il y a soumission, il y a soumission. S'il n'y a pas soumission, et ben je crois que c'est les points qui comptent. Tu vois. 3 rounds de 5 minutes? Alors oui, je veux pas dire de bêtises, mais oui, je crois que c'est 3 rounds de 5 minutes. Et donc seulement en grappling. Donc Ok. c'est pas mal. Alors là, Teixeira, il a dominé complètement les 3 rounds. Il a été à la soumission, si je dis pas de bêtises. Oh là, je l'ai vu il y a plus d'une semaine. Je crois qu'il a été à la soumission. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il a été ultra dominant sur les passages de garde, sur les prises de monte. Enfin, il a fait du Oliveira dans le texte, hein. Du Teixeira dans le texte, hein, c'est-à-dire passage de monte, prise de dos, enfin, tu sais, avec gros passage en pression. Non, Ouais. franchement, même si Anthony Smith, attention, il a pas démérité, hein, c'est un bon grappleur, vraiment. Mais bon, Teixeira, on le sait, hein, il a fait la DCC, on sait que c'est un excellent grappleur, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Ouais, Oliveira, il voudrait combattre là-dessus. Contre qui, il ne sait pas, mais en tout cas, voilà, il dit que c'est vraiment quelque chose qu'il adore faire en dehors du MMA, c'est le jiu-jitsu brésilien, on le sait, hein, c'est sa discipline, et qu'il prendrait un plaisir fou à rester actif, parce que c'est un moyen pour lui aussi de rester actif en C'est faisant ça, l'Invitational 5. c'est ça, ouais. Et il fait un appel du pied, du coup, pour être appelé. Bon, je pense que ça va se faire, hein. Il suffisait qu'il demande, hein. Oui. Parce qu'en plus, c'est des pay-per-view. Donc, tu ramènes Oliveira, tu ramènes automatiquement des pay-per-view. Après, contre qui, ça, c'est la question. Ouais, bah écoute, moi, j'aimerais bien le voir contre un mec du Jiu-Jitsu. Contre un bon Jiu-Jitsuka. Pas forcément contre un mec du MMA. Ça s'est Bon, déjà fait, hein, mais en kimono. Il avait déjà fait une compétition en kimono contre je sais plus qui, mais contre un jiu-jitsu vraiment 100%, quoi. Et qu'il avait gagné d'ailleurs. ah ouais? Ouais, Ouais, bah, j'aimerais bien voir ça. Moi, ouais, ça ouais. m'intéresse en tout cas. Après, dans la logique, ils prennent deux personnes de l'UFC. Est-ce que ça serait lui qui choisirait? Je ne sais pas, parce que là, j'ai l'impression aussi qu'ils prennent des mecs qui ont, dans leur carrière, en fait, c'est qui sont un peu plus bas, j'ai l'impression. Enfin, tu vois, ils prennent pas forcément des champions. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, il a adoré l'événement, il a adoré la performance de Teixeira et c'est ça qui l'a motivé à venir et à faire, en tout cas, à faire cet appel pour participer à cet événement. Événement que j'ai adoré, hein, moi personnellement. Pour le coup, que ça soit dans les noms qui étaient alignés, enfin voilà, les super fights. Il y avait un super fight féminin, il y avait Teixeira contre Anthony Smith. T'avais aussi donc le main event, le combat main event entre Craig Jones et donc Philippe Philippe Pena. Pena. Donc j'ai bien aimé. Et même les participants, franchement, c'était intéressant. Donc c'est en absolute, par contre, le tournoi. Donc tu vois des gabarits différents, mais ça aussi c'est intéressant parce que dans le grappling, de toute façon, enfin tu peux être plus léger et faire un bon combat. Bon, là force est de constater que c'est Big Dan et Nicky Rod qui sont arrivés en finale. Donc c'était les deux plus costauds de l'événement avec une victoire de Nicky Rod. Et ça va me faire ma transition sur le point suivant. Nicky Rod, qui après cette victoire a appelé Gordon Ryan à combattre contre lui et il dit tu m'accuses de prendre des stéroïdes, eh bien je te propose de faire un combat toi et moi avec un contrôle USADA avant et un contrôle USADA après. Ce à quoi Gordon Ryan a répondu qu'il allait refuser, en fait tout simplement parce que pour plusieurs raisons. Déjà, il veut l'affronter sur un tournoi déjà pour commencer, parce qu'il dit je ne veux pas que tu fasses de l'argent sur mon nom. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Ensuite, il dit que de toute façon, les stéroïdes ne sont pas illégaux dans le jiu-jitsu brésilien. Donc, il n'y a pas de raison qu'il fasse des Qui se tests fasse USADA. tester, ouais. Voilà. Alors, il a raison comme il n'a pas raison, parce que tu prends un l'IBJJF, si tu es pris pour dopage, tu es suspendu. Tu vois, ça, on l'a vu encore il n'y a pas longtemps, avec Mika Galvao, par exemple. Enfin, avant, on a eu Kenan Duhart. Enfin, il y a plein de mecs comme ça Cyborg. Cyborg, voilà, qui se font péter pour dopage et qui sont suspendus. Maintenant, ils continuent à combattre à la DCC, ils continuent à combattre au WNO, ils continuent à combattre sur tous les autres événements. Et c'est vrai que c'est pas une règle qui est universelle dans tout le grappling et dans tout le jiu-jitsu brésilien. C'est vraiment spécifique à l'IBJJF. Donc, il a raison, tort, tout dépend comment on se place. Lui, il lui a proposé, Gordon Ryan a proposé, je suis dopé. En fait, il avoue hein, qu'il est dopé, hein, Gordon Ryan, en disant ça. De toute Il, façon, il il, s'en est il- jamais caché. Hein. il s'en est jamais vraiment caché, hein. Voilà, donc il dit pourquoi je vais me prendre la tête à faire un test. De toute façon, tout le monde le sait en vrai. Tu vois, c'est ça. Mais par contre, toi, Nicky Rod, qui dit qu'il n'est pas dopé, il lui a proposé de signer un contrat avec l'USADA et l'AMA, à partir de maintenant et jusqu'au prochain ADCC. Et là, il a dit ça va être drôle, ça. En fait, qu'on te teste d'aujourd'hui jusqu'au prochain ADCC pour voir si vraiment tu n'es pas dopé. Tu vois, ou si c'est juste là, tu as décidé d'arrêter, de plus avoir de traces de dopage dans ton sang, et puis derrière, tu vas te charger comme une mule pour l'ADCC. Il a dit là, voilà, là, on en discute. Il Donc, tu vois, doit il y a refuser. cette guerre. Je sais pas, là, il n'en parle pas. Il lui propose maintenant, il dit ça va être drôle de voir si tu acceptes ça. Tu vois, Ouais, jamais de la vie. jamais de la vie. Il dit que c'est qu'en tant que star de JJB, il mérite des passes droits. Il dit alors entre guillemets, comme je l'ai dit, je fais les règles, je nomme l'heure, je nomme l'endroit, je nomme l'ensemble des règles parce que je l'ai mérité.
Il nous a fait une Gordon Ryan contre Chandler qui lui a dit tu combattras comme on veut, si on le veut, parce que c'est moi la star et toi tu fermes ta gueule. Tu vois, c'est pareil. Une Connor. Une Connor. J'ai dit une Connor contre Chandler. Hein, c'est ce T'as que dit j'ai dit. t'as dit une Gordon Ryan contre Ah Chandler. merde. Ouais, je me suis. Une Connor contre Chandler. Donc, est-ce qu'il a raison de dire ça ou pas? Est-ce que ton statut de superstar fait que tu es au-dessus des gens? Non, On est d'accord. non, pas du tout. Mais bon, ça va avec son personnage aussi, hein. On sait que toutes ces déclarations, la plupart du temps, elles sont détestables à Gordon Ryan. Oui, oui, C'est oui. c'est aussi comme ça qu'il s'est fait connaître, hein. C'est aussi comme ça qu'il s'est fait connaître. C'est aussi comme ça qu'il a fait sa notoriété, et qu'il a fait son buzz et donc son argent aussi. Donc, et c'est marrant parce que bon, je vais reparler encore une fois de Julien. Dis donc, c'est ta journée, Julien. Euh, parce qu'on en parlait ce matin. On parlait des obsessionnels du détail technique, tu sais, dans les combats, dans la musicalité de leurs combats, dans le fait de s'attarder sur chaque détail et tout ça. Et on parlait de Ramzat, on a fait une comparaison Ramzat Chimaev et Gordon Ryan, tu vois. Que les mecs qui sont aussi obsessionnels soient autant des cons dans la vie, tu sais. Tu sais qu'ils peuvent être autant cons dans la vie que professionnels et réfléchis dans leur façon de combattre. Ouais, C'est marrant. C'est marrant. ouais. Mais c'est vrai que tu le remarques très souvent, en fait. Mais ça va, je pense, ça va aussi avec l'ego du champion. Tu sais, où les mecs sont vraiment des cons parce qu'ils sont champions, parce qu'ils sont égoïstes, parce que justement, ils ont ce truc où ils ont cette impression de dominer le monde et de n'avoir à respecter personne. Ouais, mais je pense que ça aussi, c'est un trait de personnalité que tu as en toi de base, parce que il y a plein de champions qui sont humbles. Ouais, bah ouais, non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que la force est de constater dans ce qu'on dit les meilleurs, entre guillemets, tu sais, les mecs qui sont les plus attendus. Bah, et souvent, hein, on en parle de l'orgueil du champion. Tu sais, des mecs qui sont imbuvables, c'est pour ça qu'un grand champion fait souvent un mauvais prof, parce que justement, ils sont trop centrés sur eux-mêmes et pas assez Ouais, mais tu sur vois, les autres. visiblement, dans la vie de tous les jours, il n'est pas comme ça, Gordon. De ce que les gens disent qu'ils l'ont rencontré, il y avait une vidéo de Nicolas Régnier où il fait une vidéo technique avec lui, où il Ouais, expliquait que justement, le mec, c'était une crème, quoi. Qui lui avait ouais. demandé de montrer une technique, qu'il avait accepté sans problème. Enfin, il avait filmé plus, tu sais, longtemps après l'entraînement et tout. Il avait pris son temps et tout. Enfin, le mec super simple, super cool. Ouais, mais est-ce que là, ça rentre pas dans le cadre justement de la partie technique? Le mec est un geek de la technique et donc le fait de te montrer de la technique, t'es dans son domaine, tu vois. Parce que quand tu le vois parler d'autres sujets que le jiu-jitsu, parce qu'il est sûrement très cool dans le monde du jiu-jitsu, tu sais, voilà, il va être dans le truc de la passion de te montrer un détail technique et donc il t'en montre plus parce que justement il est inarrêtable là-dessus. Et ça passe pour quelqu'un de gentil parce que il est inarrêtable sur le fait de montrer de la technique et d'être là, de montrer son jeu et tout. Mais par contre, quand il parle de politique, par exemple, il est horrible, tu vois, Ouais. quand tu le suis sur les réseaux. Mais je le suis plus, moi. Ouais. Mais Je donc, le- moi, c'est le post sur le SDF qui m'avait fait décrocher. par exemple, tu vois, Ouais. par exemple. Et tu vois, et là, ça va complètement à l'encontre du retour de Nicolas. Ouais. Est-ce que derrière, si tu creuses un peu et que tu parles d'autres sujets, est-ce qu'il reste toujours le Gordon Ryan sympathique? Je l'ai jamais rencontré, je peux pas te dire. Ah Puis bah, de prends toute ton façon, billet, mon gars. je parle pas anglais, donc je pourrais pas trop communiquer avec lui. It's It's a a mistake. mistake. À chaque fois, les gens, ils entendent le It's a mistake, ils savent pas pourquoi. On vous expliquera un jour, on vous expliquera. On le garde pour nous pour l'instant. On verra. Quand j'aurai plus d'anecdotes, je le ressortirai. Donc voilà. Bon, en tout cas, je pense que le bif entre ces deux-là n'est pas fini. De toute façon, Nicky Rod dit que c'est le seul à pouvoir le battre aujourd'hui, qui connaît les failles de Gordon Ryan et qui sait exactement comment le battre. Mais alors pour le coup, Au dernier ADCC, il a rien prouvé. Hein. non, c'est Il a pris clair. une clé de talon en 3 secondes. C'est Mais bon, clair. Mais bon, ça reste un combat que je veux voir quand même à chaque fois, hein. Parce ouais. que Nicky Rod, Bah, c'est solide, hein. après, la dernière fois qu'ils se sont affrontés, véritablement, c'était pas à la DCC, c'est quand justement ils ont refait un combat dans les règles BI et que Gordon Ryan tape, mais en fait il tape après le temps enfin, Nicky Rod avait dépassé en fait le temps de soumission. Mm. Je crois qu'il l'avait soumis et donc il fallait qu'il le soumette en moins de temps. Et donc il prend l'étranglement, mais il regarde le chrono tu sais, en toute lucidité. Le chrono passe et donc il tape en disant c'est bon, t'as perdu quoi. Alors est-ce qu'il tape parce qu'il tape ou est-ce qu'il tape en disant juste bon c'est bon, t'as perdu. Tu vois, je sais pas. En tout cas, c'est la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'est ça, mais ça a fait une petite polémique à ce niveau-là. Bon, on change de sujet.
Ouais. Alors, Ronda Rousey, retour à l'UFC pour l'interrogation. Est-ce qu'elle va revenir à l'UFC? Son contrat avec la WWE touche à sa fin et c'est l'analyste John Anik qui évoque l'idée d'un retour dans la cage, car le timing serait idéal et que les fans seraient au rendez-vous, parce qu'elle a toujours une base de fans qui est énorme. En plus, elle a dû construire une base de fans encore plus grande avec la WWE, puisqu'on sait que ça fait partie des sports qui attirent le plus de monde dans le monde, justement. Donc, avec le départ de Nunes des Bantam, est-ce qu'il y a une place à prendre? Et surtout, ce qu'il dit, elle doit refaire ses preuves. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle ait une chance au titre tout de suite. Il faut qu'elle refasse ses preuves d'abord avant de pouvoir justement aller avoir un title shot, quoi. Ouais. Alors, ça peut se faire. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne crois pas du tout. Ouais. Dans quel sens? Pourquoi? Dans le sens où on a vu la fin de carrière, entre guillemets, qu'elle a eu à l'UFC, plus Ouais. tout ce qui a enchaîné derrière. Faut rappeler qu'elle était à 2 doigts de se suicider quand même. Oui. Ça a été très loin. En fait, elle est montée tellement haut, elle est redescendue tellement bas, que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a jamais remis les gants, qu'elle est partie à la WWE. Mais honnêtement, quand je vois le niveau auquel elle combattait et le niveau actuel, il y a un monde d'écart. C'est plus du tout le MMA, le même MMA féminin. Là, ça a passé un cap de fou. Là, la Ronda de l'époque, je pense qu'elle est même pas dans le top 10. Parce que finalement, elle avait que son judo à proposer. Elle avait que ça. Son Sa judo et boxe, son juji. sa boxe, on s'en rappelle. Hein. Ouais. Alors, vous comprendrez que si vous avez la version filmée, hein, parce que sinon. Non, c'était. Je Moi, me j'y crois souviens pas. du même avec Conor McGregor Mort qui de éclate rire. de rire. Incroyable. Incroyable celui-là. Mais alors, revenir prendre un billet, ouais, contre qui? En sachant qu'elle gagne sûrement beaucoup mieux sa vie à la WWE qu'à l'UFC. Ouais, je sais pas. Hein. Je sais pas, parce qu'à l'UFC, c'est quand même. Je crois que c'est une des premières combattantes confondues à avoir fait le million. Hein. Non, d'accord, certes, je l'entends. Je pense qu'elle était très bien payée à l'UFC. C'était une superstar mise en avant par l'UFC. Mais la WWE, c'est une machine. C'est une machine. Après, il y a le rachat de la WWE par l'UFC là, qui va se faire là, justement, qui est dans les tuyaux. Donc la passerelle, elle est toute faite aussi. Ça n'a pas été fait déjà? Je crois que non, enfin il y a encore des détails techniques, enfin tu vois, c'est de l'administratif, mais je crois que c'est pas encore fait. C'est acté, hein, mais la fusion n'est pas encore faite. Ok. Donc je crois que c'est ce que j'ai entendu. Mais en tout cas, voilà, c'est pourquoi pas. En fait, je comprends l'idée. Nunes s'en va. Effectivement, il y a du renouveau dans la KT. Il y a peut-être pas forcément. Ils recrutent énormément, mais c'est des novices entre guillemets. Enfin, tu vois, c'est il manque d'une championne. Il manque d'une tête, d'une star dans cette KT. Donc ça pourrait s'entendre. Moi, c'est dans ce sens-là où je l'entends bien. Tu vois, où je me dis bon, ils peuvent lui faire des match-ups intéressants pour qu'elle arrive à la ceinture et retrouver son statut de star et pourquoi pas même de championne. Tu vois, Ouais, si ils font en sorte de faire des match-ups favorables. mais il Moi, n'y je en a pense pas. que ça fait trop longtemps qu'elle est sortie du monde du MMA, que le fait de revenir, c'est très coûteux en termes de technique, de physique, enfin, tu vois, d'adaptation, comme tu as dit, au style actuel, tu vois. Parce que le MMA, il a évolué depuis qu'elle est partie, notamment avec les calf kicks, notamment avec pas mal de choses comme ça qui sont sorties et qui n'existaient pas à l'époque. Effectivement, les filles sont bien meilleures boxeuses. Effectivement, les filles sont bien meilleures lutteuses qu'avant, donc elles se feront beaucoup moins amener au sol qu'avant. Non, mais c'est Même surtout si, que elle nous a montré en fait sa première défaite contre Holly Holm, ouais, où après c'est fini. En fait, une fois que tu as compris, ouais. Alors je suis d'accord et pas d'accord parce que il y a Holly Holm, mais après il y a Nunes, tu vois. Holly Holm, c'est une championne de boxe internationale, et t'as Nunes qui est la combattante qu'on a vue invaincue, enfin presque invaincue, sur deux catégories, enfin la GOAT du MMA féminin. ouais, mais parce qu'à l'époque il y avait que Finalement, ça. non mais à l'époque il y avait que ça, mais je veux dire
le niveau que ça soit de Holmes, même encore aujourd'hui, et de Nunes, c'est quelque chose. Tu vois, c'est quelque chose quand même. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas Holmes, c'est pas quelqu'un qui a fait un coup d'éclat et puis derrière, elle est redescendue. Ouais, C'est oui, quelqu'un qui est non, ça resté c'est dans le clair. haut, tu vois, dans le haut du panier. Donc quand même, moi, tu peux faire des contre-performances contre des filles comme ça, quoi. Tu vois. Moi, je suis moins catégorique que toi. Je pense pas qu'aujourd'hui, elle serait pas dans le top 10. Je suis Ah pas ouais? aussi. Bah, elle avait quand même son côté agressif. Elle avait son judo qui était parfait. Enfin, tu vois, qui était dur à contrer. Tu vois, par les féminines. Enfin, tu vois, je pense à une Misha Tate. Misha Tate, c'est quand même aussi une sacrée combattante, tu vois. Et pourtant, elle se faisait rouler dessus par, euh, par Rousset. Tu vois, elle lui a arraché le bras combien de fois? Franchement, Deux fois, trois fois? je regarde le classement. Ah, c'est compliqué, hein. Juliana Pena, déjà, elle passe pas Pena. Non, mais d'accord, mais c'est Pena, elle est classée combien? Elle est première. Ben voilà. Et non, on parle Oli, de la première. Tu vois? Oli Holm, elle est troisième encore. Ouais. Donc, tu vois, c'est ce que je te dis. C'est pas n'importe qui, Oliol. Ouais. Kathleen Vieira, Irene Aldana. Ouais, bon, Aldana, tu vois, après. par exemple, Aldana, je pense qu'elle la passe. Ah ouais, tu penses? Bah, de ce que j'ai vu la dernière fois face à. Bon, même si je pense qu'elle s'est chiée, tu vois, mais je pense qu'il y a de la place. Je pense qu'il y a de la place. Écoute, moi, j'ai beaucoup de mal à la voir revenir. En tout cas, je la vois pas championne. Non, ça, c'est sûr que non. Ça, Mais c'est bon, sûr que non. Maintenant, pour l'UFC, ça serait magnifique pour eux, hein, en termes de pay-per-view, etc. En termes de retombées pour l'UFC, ça serait magnifique. ouais. Mais bon, comme tu as dit, psychologiquement, elle est fragile. Et je sais pas si moi, personnellement, j'ai envie de la voir revenir au MMA, une discipline qui est trop rude pour son psychologique. Si elle revient en se disant, je vais rouler sur tout le monde parce que juste, tu vois, en se disant, voilà, mon problème, c'était Nunes. Et donc maintenant qu'elle est partie, bah, je vais aller à la ceinture et qu'elle prend un retour de bâton énorme. Je sais pas comment on va la retrouver psychologiquement, effectivement. Donc, c'est vrai que j'ai du mal avec ça. Moi, je pense elle a réussi dans la WWE. Si elle peut renouveler son contrat, mais je crois que ça se passe mal en fait avec la WWE, c'est pour ça qu'elle veut s'arrêter, mais qu'elle continue dans le cinéma, tu vois. Maintenant qu'elle a appris à jouer la comédie, parce que c'est ça, hein, le catch aussi, c'est de la comédie, hein. Donc, elle a déjà fait des gros rôles, pourquoi pas continuer là-dessus, tu vois, parce que c'est toujours une célébrité, tu vois. Mm. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Je sais pas. Moi, je suis aussi mitigé sur le fait de vouloir la voir revenir à l'UFC. Ouais, J'ai du mal. non, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Enfin, en Ouais. termes de sportif, tu vois, il y a Oui, pas oui, d'intérêt. je suis d'accord. L'avenir nous le dira. Dites-nous d'ailleurs si vous voulez la voir revenir à l'UFC ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Euh, Logan Paul veut Paddy Pimblett à l'UFC Musk versus Zuckerberg. Ça aussi, c'est de l'annonce. J'ai l'impression que les frères Paul, ils veulent tout le monde. Là, j'ai lu encore tout à l'heure que Jack Paul voulait Conor McGregor. Il dit, peu importe la discipline, au PFL ou ailleurs, il dit, je te veux, je sais que je dois te combattre, c'est ma destinée. T'as les mecs, ils appellent tout le monde. Bon, en C'est, fait, les frères Paul veulent l'argent. Donc, ils bah, veulent les combattants qui vendent le plus. eh ben oui et non, parce que quand regardes bien, là, Logan Paul dit qu'il veut faire ses débuts à l'UFC gratuitement par charité. Il est capable de le faire gratuitement par charité. Ouais, mais parce que Donc, les retombées derrière, elles seront plus grosses que le salaire que l'UFC va lui donner. sûrement. Faut pas oublier que le mec, c'est un YouTuber à la base, hein. Ouais. Ses revenus, c'est YouTube. Donc, toutes les vidéos qui vont tourner autour de sa prépa, etc. Enfin, tout l'audimat qu'il va prendre en participant à l'UFC, ça va booster ses vues et son argent, il va le gagner. Ils ont une marque, ils vendent des boissons énergétiques. Leur Ouais, argent, ils l'ont. Ils l'ont comme ça, leur argent. En fait, plus on les voit, plus ils gagnent d'argent. je C'est suis pas d'accord. l'UFC qui va les rendre riches. Ils sont déjà Bah, riches de toute façon. L'UFC, c'est la plateforme qui va leur donner peut-être le plus de visibilité, en fait. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a un grand écart de poids entre les deux. Mais à ça, Ah, il le dit. il y a un grand écart de poids en combat, hein. Parce que hors combat, Pimblet, il peut combattre en lourd, hein. Mais justement, en fait, c'est ce qu'il dit. Il dit il y a un grand écart de poids, mais il dit que Pimblet ressemble à un dirigeable hors saison et qu'il a juste à se mettre dans sa caté. C'est un peu ça, hein. J'aime bien l'image du dirigeable, c'est exactement ça.
Ah, non, mais c'est bon, on en a déjà parlé. Hein. Pimblade, quand il est hors shape, le mec monte à plus de 90 kilos et il combat en moins de 60, C'est ça. moins de 66, ouais, c'est ça, moins de 66 et il monte à plus de 90 kilos. Et donc le mec, t'as vraiment l'impression, tu sais, à chaque fois Non, je redis non, non, l'image, non. mais Il combat encore moins. Puisque, attends, moins de 66, c'est la KT de Topuria. ah oui, donc il est dans la caté du dessous. Il est dans la Non, c'est KT? pas, Non. non, au-dessus. Non, il est en, oh là, je sais plus. Mais non, il est pas du dessous. Mais non, c'est pas possible. Non, non, ça serait trop. Non, il est. Non, c'est Topuria Non, qui doit c'est monter. Topuria C'est qui est en dessous. Topuria qui doit monter. Exact, Donc il est en exact. moins de 71. Non, ah non. Il est pas en lightweight, Pimblet. Ah putain, mais non, il est pas. Mais regarde, toi aussi, c'est toi qui as accès à ton téléphone là. Putain, moi les KT, à chaque fois, je me trompe. Bref, je connais les patrons de la KT, mais après en dessous, c'est vrai que Ah, si, je me si, plante à chaque si, fois. si, il est en poids léger. Donc on est d'accord. Il est en Ouais, lightweight. ouais, D'accord. ouais, Moins de ouais, lightweight. 71. Donc j'avais raison. Ok. C'est juste qu'il est incapable d'avoir la ceinture dans cette catégorie-là, c'est tout. C'est qu'on va pas le voir, on va pas voir de sitôt. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Quand il remonte, l'image que je donne à chaque fois, c'est quand tu vois les films comme Le Pari, tu vois, avec les combinaisons qui te rendent obèse. Et ben lui, quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il a enfilé une combinaison qui te rend obèse. Pour le coup, ça fait tellement faux. Il y a tellement un changement énorme, c'est le cas de le dire, entre le Paddy Pimblett en combat et hors shape. C'est deux personnes différentes. Tu le croises dans la rue, tu le reconnais pas. J'ai une Tu ne le photo là reconnais qui pas. est. Ah, mais il est déforme. Il est bouffi, il est difforme. Je sais pas si vous verrez, mais Ah si, on le voit très bien. On le voit. Alors c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est comme s'il se mangeait lui-même, quoi. Bref. Donc effectivement, il a juste à se mettre dans la KT. Euh, Logan Paul, lui, bah, il prend au sérieux hein, quand même. Enfin, c'est quand même deux mecs, voilà, qui sont des youtubeurs, que ce soit Jack Paul ou Logan Paul, qui sont des youtubeurs, mais qui prennent au sérieux quand même leur transition dans les sports de combat. Même avec un petit plus pour Jack Paul, qui s'entraîne vraiment comme un professionnel et qui a de vraies victoires à son actif. Maintenant, qui commence à, bon, même si on sait toujours pas si il y a achat de combat ou pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ou s'il y a tricherie ou pas. moi, j'y crois pas. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'achat de combat. Hein. Je sais pas. Moi, je le saurai le jour où ça sortira. Pour l'instant, je dis que non. Maintenant, je ferme pas la porte. On sait jamais. Tu sais, je dis pas que les personnes simulent le chaos, mais qu'ils acceptent de prendre le chaos. Tu vois? J'ai encore du mal à voir un Anderson Silva perdre face à Jack Paul, même en anglaise. Même en anglaise. Je parle pour les anciens du MMA hein, qui ont besoin de mettre de l'argent de côté pour la retraite. Je parle pas justement du combat qu'il a fait contre Tony Fury où là il a perdu, mais effectivement là c'était un vrai combat d'anglaise. Donc là c'est différent parce que Tony Fury n'aurait jamais accepté de combattre Oui, en trichant parce que justement enfin son frère Tyson Fury lui a dit si tu perds tu perds ton nom quoi. C'est-à-dire tu ne t'appelles plus Fury. Donc là non, il c'est pouvait clair. pas, c'était pas possible. Lui, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de triche à ce niveau-là. Mais avec les mecs du MMA, je sais pas. Tu sais, accepter de prendre un KO, mais pour prendre 5 millions, pourquoi pas hein. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Je sais pas. Je dis pas oui, je dis pas non. Je dis, je sais pas. Mais bon, en tout cas, il s'entraîne dur, puisqu'on a vu Logan Paul il y a pas si longtemps que ça s'entraîner avec justement Craig Jones. Volkanovski a des années en lutte. Donc voilà, pourquoi pas, tu sais, prendre cette transition entre l'anglaise et le MMA au sérieux. Est-ce qu'il prendrait pas ça au sérieux et qu'il irait pas chercher derrière enfin, au sérieux, oui et non, hein, parce que sinon tu prends pas Pimblet. Enfin, tu vois, là, on sent qu'il prend un nom. Tu prends quelqu'un qui est dans ta catégorie de poids. T'appelles quelqu'un qui est dans ta catégorie. Là, il prend Pimblet, il sait très bien que c'est pas sa catégorie. Oui, ça se fera jamais. Ça- Oh, sur cet événement-là, c'est pas dit. Tu penses? Non, moi, j'y crois pas. Pas Pimblet. Ça va être un freak show. Tu vois, ça va être vraiment un show d'exhibition, cet UFC-là. S'il y a un UFC où tout est possible, c'est celui-là. Attends, Euh, on parle de Zuckerberg contre Musk en main event. En main event. ça serait ouf. Mais attends, si ça se fait, mais tout se fait derrière. Je te jure que tout se fait derrière. Gaston Bide contre Bosch. Pourquoi pas? Bah, il s'est mis au MMA. Pourquoi les deux se sont mis au MMA? Pourquoi pas? Tu vois? Tout est possible derrière. Ah, Mimi Mati contre. Non, c'est le mec qui va trop loin.
Le mec va trop loin. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, s'il y a bien un moment où c'est faisable, c'est là. En tout cas, on va voir. On va voir. Mais bon, moi, j'y crois pas non plus. Hein, mais bon, s'il y a un événement, c'est celui-ci. En tout cas, voilà, l'appel est lancé. Encore une fois, bon, c'est aussi, je pense, que beaucoup de com. Hein, tu sais, c'est histoire, encore une fois, d'être mis sur le devant de la scène. Ils savent très bien qu'un Paddy Pimblett peut répondre aussi et sait répondre justement sur ces invectives. Paddy Pimblett, je préfère le voir contre Topuria, quitte à se faire casser la gueule. Tu vois, quitte à avoir un combat. Je préfère le Moi, voir contre Topuria. moi, Paddy Pimblett, honnêtement, j'ai aucun intérêt pour ce combattant. Je suis pas du tout hypé. Moi non plus. Par Puis contre, avec une coupe comme ça, de toute façon, je peux pas suivre le combattant. non, par contre, Paddy Pimblett, si on remet les choses au clair, si on revient sur du sérieux, il roule sur Logan Paul tous les jours. N'importe quel poids. En Il lui MMA. roule dessus. En MMA. Mais en MMA ou en boxe. Pas en boxe, mais Non, au non. sol. Ou au sol. Ah oui, bien sûr, au Ouais. sol. Non, 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 mais parce que pas en boxe. Hein. il lui roule dessus, quel que soit le poids. Même si lui, il est à 70 kilos et que l'autre, il est à 90, il lui roule dessus tous les jours. En Ça, MMA, j'en je mets suis ma main d'accord. au feu. En Ouais. MMA, je suis d'accord. Il lui prend le dos et l'étrangle, normal. Ouais. Ah ouais. Ou même un triangle à la volée, ou n'importe quoi qu'il est capable de faire, on le sait très bien. Non, c'est sûr et certain. Il lui roule dessus tous les jours. Donc bon, on peut fermer la parenthèse là-dessus, mais en tout cas, voilà. Mais il n'y a pas d'intérêt. Enfin, ce combat n'a aucun intérêt. Mais bon. Et encore, là où il y a l'attrait de Musk Zuckerberg en se disant, putain. D'ailleurs, au passage, Musk qui s'entraîne avec Danaher, Georges Saint-Pierre, enfin, le mec est plutôt pas mal entouré quand même. Le mec Ouais. prend ça au sérieux et il est très bien entouré. Donc voilà, mais ça a un intérêt parce que voilà, effectivement, c'est un freak show, freak dans tous les sens du terme d'ailleurs. Donc, donc voilà, mais c'est vrai que cet autre combat, je m'en moque complètement. Autre sujet, petite dédicace à deux nouveaux retraités ou futurs retraités, mais très proches du MMA qui sont de deux grandes stars justement et qui ont fait cette discipline juste depuis des années. Des Donc là, on légendes. sait que des légendes, on sait que Robbie Lawler va faire son dernier combat là à l'UFC 290 contre Nico Price. Donc lui déjà, on sait qu'il va, quoi qu'il arrive, qu'il gagne ou qu'il perde, il va déposer les gants dans la cage à ce moment-là. Ça, c'est sûr. Et Overeem, qui était retraité du MMA, mais qui avait signé un contrat de plusieurs combats avec le Glory et qui finalement a acté sa retraite. On a pu voir derrière une perte de poids extraordinaire suite à cette retraite. Il a expliqué le pourquoi du comment. C'est aussi pour ça Ouais, qu'on en parle. C'est déjà parce pour que faire une moi, dédicace à ces deux combattants. Et je il a pensais qu'il expliqué le était pourquoi du malade. comment. Quand j'ai vu la Ouais, photo sortir, la première, parce qu'il y a deux photos qui sont sorties. Il y a la première où il est avec l'ancien président du Pride, où il est ouais, habillé et on le voit vraiment aminci. Et on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a une deuxième où il est torse nu et tu vois qu'il est affûté quand même. ouais, Il, ouais, ouais. il est bien affûté. Il Moi, est je veux sec, bien mais avoir bien une perte de affûté. poids comme ça. Grave. Et en fait, il explique que c'est son régime alimentaire qui a changé. Il est devenu végétarien. Ouais. Il dit qu'il mangeait des steaks à 8 heures du matin. Donc, c'est-à-dire que c'était un carnivore, mais un carnivore plus. En fait, il pensait qu'il fallait manger énormément de viande pour prendre du muscle, pour être Eh, massif. eh, eh, eh. Parce que Voilà, voilà. pour la petite info, quand il a fait sa transition à la fin de l'époque du Pride, quand il est devenu hyper massif, il avait prétexté cette prise de masse par le fait de manger des steaks de cheval. Mais c'était du steak de cheval chargé, en fait. C'est ça, en fait, exactement. C'est-à-dire que le dopage venait du cheval. Pas de C'est lui. ça le problème, pas de lui. Non, mais c'est ça, c'est le souci. Donc, oh putain. Bon, il mange plus Donc, de cheval, là. Hein. Donc, il mange plus de cheval. Non, mais il mange plus de viande tout court, de toute façon. Donc, il explique que sa consommation de viande lui a donné des parasites, qu'il en a parlé en fait avec son nutritionniste et son diététicien, qui lui a dit que ça lui donnait des parasites et que ce sont ces parasites qui lui donnaient l'envie de manger encore plus de viande et qu'il fallait qu'il se désintoxique de la viande. Et donc, il a tout arrêté. Il a eu un traitement qui lui a été donné par justement ce nutritionniste. Et derrière, bah, ça lui a permis de perdre tout ce poids, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que vraiment, comme tu disais, il est devenu végétarien et puis voilà. Et il explique que c'est mauvais de manger autant de viande. Ce qui est mauvais, c'est les piqûres qui se faisaient dans les fesses aussi. Mais bon, il peut le dire. Il peut le dire.
Maintenant, effectivement, alors si tu arrêtes le dopage et que tu es sec comme lui, c'est bien hein, pour le coup, parce que là, pour le coup, il est resté quand même vachement bien affûté. Ouais. Mais plus d'intérêt pour lui d'être chargé comme c'est pas permis vu qu'il est à la retraite. C'est le seul mec qui fait le truc inverse. C'est-à-dire qu'en général, les mecs se mettent à la retraite pour pouvoir se charger et lui, il arrête de se charger une fois qu'il est à la retraite. Bah, ça veut dire que c'est une vraie retraite. Donc respect à ces deux combattants. Voilà, on verra. On Ouais, souhaite parce le que meilleur à Robbie Lawler. hormis le dopage, il faut quand même notifier que c'est une légende Overeem qui a tout gagné Ouais. en MMA, champion du Strikeforce, champion du Dream, champion du K1. Je crois que c'est le premier, c'est peut-être même le seul à avoir deux. Ouais, c'est le seul, je pense, à avoir deux titres, enfin un titre de champion de kickboxing et de champion de MMA en simultané. Ah, en simultané, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, non, franchement, c'est grosse légende. Robbie Lawler, pareil. Il a fait les grandes heures de l'UFC avec des combats extraordinaires. Me demandez pas contre qui, parce que voilà, j'ai les visages en tête, mais j'ai jamais les noms. Donc voilà. Et puis, si ce fameux combat qu'il avait fait contre le pensionnaire de la Tristar, justement, Rory McDonald. Rory McDonald. Mais ça, c'est même sur sa deuxième partie de carrière. Parce qu'il y a la première partie de carrière dans les premiers UFC. C'est pour vous dire l'ancienneté du mec. C'est que Oui, quand j'ai découvert l'UFC, il était déjà là. Oui, il avait des cheveux. Ouais, et il est là maintenant. C'est ouf. C'est ouf. Et Non, OVM, non, oui. pareil. C'est Oui, vraiment des c'est-à-dire mecs qui ont des 50, 60 combats. C'est des légendes. c'est ça, c'est que ce qu'on peut mettre en lumière, c'est la longévité en fait de ces deux combattants-là. C'est vraiment, ils ont combattu pendant des années et en performant toujours. C'est-à-dire que même en fin de carrière, ils arrivent encore à gagner des combats. Tu vois. Donc là, on verra contre Nico Price. Mais en tout cas, sinon, Robbie Lawler, il reste sur sa victoire contre Nate Diaz, Nick Diaz. Ouais, contre Nick Diaz la dernière fois. Donc voilà, Overeem, pareil. Bon, il avait subi un KO monumental contre Ngannou, mais il gagnait encore dans ses derniers combats. Dans ces légendes-là, tu sais, par exemple, il y a aussi Arlovski, tu vois, qui lui aussi n'a pas pris sa retraite encore, qui pourrait, et qui encore à plus de 40 ans continue à performer et encore à être quelqu'un de dangereux dans la catégorie des poids lourds. Tu vois, donc t'as des mecs comme ça qui ont une longévité extraordinaire dans leur carrière et on ne peut que les mettre en avant et parler d'eux et d'évoquer leur retraite, quoi. Tu vois, parce que vraiment, c'est des mecs qui ont, qui se sont mis en danger dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui ont joué le jeu, qui ont été plus loin que ce que juste le minimum syndical qu'on leur demandait. Je ne dirais pas encore de qui je parle quand je parle du minimum syndical qu'on demande. Qui ont fait plein d'organisations, qui sont pas restés dans un endroit, qui ont Ouais. su évoluer aussi dans leur jeu. Avec les règlements. Voilà, des périodes creuses, qui sont revenus au top. Non, franchement, c'est des grands champions. Ouais. Donc, souhaitons le meilleur pour Robbie Lawler. On va lui souhaiter une dernière victoire dans sa carrière. Et puis voilà, quoi. Je pense qu'il sera prêt. Enfin, je pense qu'il va se préparer à fond. Enfin, c'est pas quelqu'un qui va se laisser aller. Je suis pas sûr. Tu vois, je pense qu'il va nous donner le meilleur sur ce dernier combat. Ouais, j'espère. J'espère aussi. Et juste comme on est sur les légendes, là, j'ai lu une info tout à l'heure, vite fait. C'est l'entrée au Hall of Fame de José Aldo et d'Anderson Silva. Aujourd'hui, là. D'accord. Ouais. Une entrée plus que justifiée. Ouais. Beaucoup plus que justifiée. Dans ma tête, c'était déjà fait, en fait. Non, je savais pas. C'était déjà fait, mais non, visiblement, non. Donc, c'est pour aujourd'hui. Moi, je pensais que Anderson Silva, c'était déjà fait. Ah ouais? Ok. Ouais. Bah non. Avec une cérémonie aujourd'hui à Vegas, je crois. Donc, bravo. Si vous nous écoutez, bravo. Petite info plus légère. On retourne en Russie. On avait déjà parlé des combats où les mecs s'affrontaient d'abord sur Mortal Kombat et ensuite s'affrontaient dans la vraie vie, dans la cage. Donc, premier round, on va dire sur Mortal Kombat, deuxième round dans la cage. Là, il y a une nouvelle trouvaille de nos amis russes qui ont décidé de faire un appel en fait à des combattants de MMA justement russes, pour le coup, à savoir qui voulait qui voulait se battre en groupe en fait, tout simplement. Donc en gros, l'idée c'est quoi? On ouvre un stade de foot, qui veut vient, on fait deux équipes et on se fout sur la gueule. Ce qui fait que deux personnes se sont affrontées, enfin deux groupes de personnes, de 50 personnes chacune, donc un combat à 100 dans un stade de foot qui a eu lieu. Battle Royale.
Battle Royale. Ça fait un peu penser aux bagarres de hooligans, tu sais, où les mecs se disent, bon, on n'a plus le droit de se battre dans les stades, donc on va se voir à l'extérieur. Et donc, on va se foutre sur la gueule. Mais donc voilà quoi, c'est super super sympa, super intéressant. Je sais pas. C'est pas nouveau. Hein. Non. C'est pas nouveau. On l'a vu même déjà dans une. Là, tu me dis c'est sur un terrain. On l'a vu dans une cage avec 5 contre 5. En Russie, on sait que c'est courant. Mais là, 50 contre 50. En fait, t'as des chasubles de couleur, tu viens, tu te fous sur la gueule. Bon, ok, c'est sympa, mais en fait, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que tu as le droit au chaos? Tu as pas le droit au chaos? Est-ce que c'est juste histoire de passer un bon moment et de faire un sparring comme ça, un peu, tu sais, genre record du monde? Est-ce que Écoute, qui gagne à la fin? Qui gagne à la fin? En fait, le comment tu dernier détermines debout. le vainqueur? Le dernier debout. Connaissant les Russes, tu as le droit au chaos, je pense. Ouais. C'est quasiment sûr. Maintenant, je me dis, alors, en termes de dangerosité, c'est ouf quand même. Parce que tu t'arrêtes quand? Tu peux pas mettre 100 arbitres, on est d'accord. Il y a 100 Non. mecs, tu peux pas mettre 50 arbitres. Ça part dans tous les sens. C'est des trucs dramatiques, ça, pour moi. Bah, tu sais pas quand est-ce que ça s'arrête, tu sais pas effectivement le mec, c'est-à-dire qu'il tombe KO, il peut se faire piétiner par le reste du groupe. C'est pour ça que est-ce qu'ils ont le droit au KO, tu vois. Mais même si t'as pas le droit au KO, tu sais, t'as un mec qui peut venir par derrière, t'en mettre une et puis tu tombes, tu vois, si tu t'y attends pas. C'est même une frappe pas forte, si tu t'y attends pas, tu peux tomber. Comment ça se passe, comment ils gèrent les phases au sol, tu vois, pendant que les autres se battent autour de toi et te tombent dessus. Enfin, c'est super dangereux, c'est super traumatisant. Effectivement, je vois pas encore l'intérêt, mais il repousse. Il repousse en Mais fait non, les mais limites de la discipline au fur et à mesure du temps. Il rivalise d'ingéniosité et voilà il quoi. faut pas chercher l'intérêt. Il faut pas chercher l'intérêt. Moi, j'ai vu, je sais pas si tu l'avais vu, une bagarre dans une piscine. Ah, ils en ont parlé, mais j'avais pas vu. Ouais, Ah moi, si j'ai vu, mais j'ai si vu. j'ai vu. Effectivement, les deux mecs s'affrontent dans la piscine. Effectivement, font du MMA dans une piscine Ouais. avec de l'eau à Ouais, hauteur à du genou poitrine, quoi. hein. Non, non, Non non, non. non, c'était plus Ah bas, non. c'était plus bas. Ah non, non. Moi, où j'ai vu, l'eau, elle est bien haute quand même. Hein. Ah ouais? Non, c'est Ah après ouais, quand ils se non, sont non. déplacés, ils ont été vers le fond, mais Ah, c'est possible, mais les mecs, ouais, c'est des orques. va attaquer une clé de jambe, toi, avec la tête sous l'eau. Ah, franchement, c'est. Oh putain, Grand Plouf. Non, mais bon, c'est dramatique. Tu sais, là où on parlait tout à l'heure, en fait, pourquoi c'est intéressant cette info-là qu'elle tombe maintenant? Bon, déjà, c'est qu'on en parle. Déjà, enfin, si on l'a dit, c'est qu'on en parle dans les médias et elle devrait rester cachée. Honnêtement, franchement, elle devrait rester cachée. Bon, on joue le même jeu, hein. Mais tout à l'heure, on parlait de la série La Cage. On se disait, on espère que c'est pas une caricature de la discipline parce que justement, elle est en train d'être découverte en France, enfin, par les lambda et qu'il faut qu'on lui donne un certain sérieux. Et derrière, t'as les Russes qui niquent tout, quoi. À chaque fois, t'as les Russes qui niquent tout et qui vont envoyer 100 personnes se foutre sur la gueule sur un terrain de foot, quoi. Non, c'est compliqué. Ouais, mais là, Et- c'est plus du MMA. Et je pense que même le grand public fait la différence. ouais. Ouais, Ça, mais c'est quand même. vraiment. Parce qu'ils mettent la discipline en avant, quoi. Mettent le mot MMA en avant. Tu vois, s'ils disaient bagarre d'hooligan ou chacun se fout sur la gueule ou combat libre, je sais pas, avec un autre terme, mais là, c'est bien marqué MMA, quoi. Alors, c'est marqué MMA dans les articles relayés en France. Est-ce qu'en Russie, ils disent MMA? Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est triste de voir que cette discipline-là appelle à toutes les, comment dire, comment je pourrais Les, dire ça, les dérives? toutes les dérives, ouais, c'est vraiment ça, toutes les dérives. Je sais pas, mais bon, fermons la parenthèse. En tout cas, dites-nous si vous êtes, si ça vous aimez ce genre d'événement ou pas. Enfin, nous, on n'est pas fans en tout cas, ça c'est sûr. Une info qui est sortie au dernier moment, que tu m'as apporté tout à l'heure et que j'avais vu aussi sur le chat de RMC. Cédric Doumbé sera bien main event du PFL Paris, donc qui aura lieu le 30 septembre au Zénith de Paris. On n'a pas encore l'adversaire. En tout cas, il n'y avait pas sur l'article. Mais en tout cas, voilà, pour faire taire les rumeurs du fait qu'il devait se faire opérer du poignet et donc que ça allait le mettre en dehors de la cage pendant longtemps. Voilà, il est là, il va donc faire ce main event. Bah, après, c'était pas forcément des rumeurs, hein, parce que c'est lui-même qui le disait. Hein. Il, Il disait qu'il était blessé. il était blessé au poignet et que. Alors, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble avoir vu dans ses stories qu'il y avait plusieurs options, tu vois, que ça parlait quand même d'opération.
C'est pas les maîtres fumiers plutôt qui ont dit que dans leur source, il y avait l'opération et que justement, qu'on parlait justement du PFL Paris et que ça n'arriverait pas justement à cause de cette opération qui allait lui prendre plusieurs mois de rééducation derrière? Alors, je sais plus. Je veux pas dire n'importe quoi. Mais en tout cas, visiblement, il était bel et bien blessé. Et écoute, bah, ça a l'air d'aller, tant mieux. Tant mieux, parce que pour un premier PFL en France, il fallait qu'il soit en main event. Ah bah il n'y a pas plus grosse star française sur cette organisation-là en tout cas. Ouais. Maintenant, à voir l'adversaire, on fera un suivi de dossier sur l'adversaire qu'il aura en face de lui, savoir son profil, si c'est un boxeur, si c'est un lutteur, si c'est voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir le profil de la personne qu'ils vont mettre en face. Est-ce que ça sera un combat choisi comme facile pour lui, pour le faire briller sur ce premier PFL en France, ou est-ce que ça sera un vrai combat avec une véritable opposition? On va le savoir bientôt. Ouais. Et d'ailleurs, sur l'adversaire qu'il devait prendre là pour le premier tour du tournoi, le combat qu'il a annulé. Donc le remplaçant a mis KO l'adversaire que Doumbé devait prendre au premier round, je crois. Oui. Bah, c'est pas le coup de pierre tourné là? J'ai pas vu. Je m'en rappelle plus du KO, mais je sais qu'il l'a fini. Ouais. Ouais. Donc c'est ça, c'est un majestueux coup de pierre tourné qui met KO l'adversaire. Donc oui, j'ai vu ça. J'ai suivi ça. Donc suite au prochain épisode pour monsieur Cédric Doumbé. Dernière info, c'est la question en fait qui nous a été posée cette semaine par Mister Luffy 666. On a dit que 666 on n'aimait pas sur la chaîne, hein. Qu'on voulait que ça passe vite. Donc bah tiens, lis la question parce que c'est vrai que tu l'as gardée ouverte. C'était sur les coups au corps, mais on aura la question précise. Hello. Petite question pour la prochaine fois. Pourquoi on voit rarement de coups au corps, au foie notamment en MMA? Est-ce que ça crée trop d'ouverture pour l'attaquant? On voit souvent des fighters qui s'évertuent à viser la tête, même quand l'autre met ses deux mains devant. Eh ben, plusieurs raisons. La première, elle est déjà technique. Si on se base, voilà, première raison, elle est technique. On le dit souvent, les boxeurs, enfin, il y a les boxeurs dont c'est le métier, enfin, dont c'est la discipline, donc qui ont tout le panel justement de feinte, d'ouverture, de créer les ouvertures pour aller chercher les frappes au corps. Et puis après, il y a les boxeurs MMA qui ont adapté leur boxe au MMA. Et le problème, c'est que aller chercher un coup au corps, ça demande une certaine déjà technicité pour créer l'ouverture. Parce que les bras, c'est beaucoup plus dur d'aller chercher les frappes au corps que d'aller chercher la tête. Surtout dans le MMA où les mains sont relativement plutôt basses parce qu'on doit gérer la lutte. Donc, il y a ce truc déjà où déjà la cible de la tête, elle est déjà plus facile à aller chercher, déjà pour commencer. Et surtout, bah, tu te dis, en fait, et sûrement à tort, c'est parce que c'est à tort, que le KO, si tu veux le mettre, bah, c'est la tête qu'il faut aller chercher en priorité. Si tu frappes 100% à la tête, tu augmentes tes chances d'aller mettre un KO. Alors que, en vrai, si tu veux vraiment créer les conditions du KO, il vaut mieux faire justement ce va-et-vient entre le corps et la tête et le corps. Ouais. Maintenant, il y a quand même des combattants qui utilisent les coups au corps. Hein. Oui, De plus en plus même. bah, On en voit. qui viennent de la boxe. Della Magdalena, par exemple, qui a des frappes au corps extraordinaires. Oui, qui viennent de la boxe, c'est vrai. Et après, il y a aussi pour moi le rythme du combat, dans le sens où en MMA, on sait qu'on travaille sur un, deux coups, maximum trois. Tu vois, c'est pas des longs enchaînements. Donc, en général, en anglaise, on envoie 3-4 coups. Tu sais, on a le temps de tête, corps, tête, corps. Là, il faut rentrer vite et fort. Donc, il y a ça. Et aussi le fait que les combattants, quand on fait une attaque sur eux, ils désengagent. Ils restent pas figés comme en boxe ou en kickboxing, à se mettre derrière les gants, à tout fermer. À part quand ils sont pris dans la cage, tu vois. Et je veux dire, en milieu de cage, ils vont surtout reculer. Donc, il n'y a pas vraiment le temps de faire des enchaînements longs comme ça pour travailler au corps. Oui, non, ça c'est une réalité et c'est surtout en plus la configuration de la cage quand tu parles de ça par rapport à un ring où quand tu es justement avec un ring, tu peux mettre le mec dans les cordes ou le mettre dans l'angle du ring. Ce qui fait que derrière, tu as tout le temps en fait d'aller chercher tes enchaînements comme tu disais à juste titre où tu vas venir par exemple effectivement frapper au visage pour que la garde monte pour pouvoir en redescendre au corps puis refaire redescendre la garde pour faire remonter à la tête et c'est là où ça devient intéressant. Euh,
Donc voilà, là où dans la cage, effectivement, tu as des facilités en fait à t'évacuer et à t'échapper plus facilement. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi le fait que, donc ça c'est quand on parle de frappe avec les poings, mais frappe avec les jambes aussi, bah, c'est que les middle kicks en fait te viennent aussi être saisis beaucoup plus facilement. Donc c'est-à-dire quand tu viens essayer de frapper avec ton middle kick et essayer d'aller chercher le foie notamment, bah ça peut te donner un danger quand tu es face à un lutteur. Donc c'est pour ça aussi que des fois on va choisir de frapper très bas ou très haut. On en parle, hein, on en parlait avec Yair Rodriguez par exemple qui envoie calf kick, high kick, tu vois, dans la foulée. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont inexistants, hein, les frappes, les middle kicks, mais c'est moins une arme de choix. Et quand tu veux frapper au corps, il faut user quand même au bout d'un moment. Enfin, à moins d'être très précis et d'avoir le coup qui va faire mouche enfin, dès le début, les frappes au corps, c'est du travail de sape. Sauf que plus tu vas travailler, plus tu vas donner des indications, plus tu vas créer une redondance et un pattern que ton adversaire va pouvoir lire, et plus il va pouvoir s'en servir pour ensuite te saisir et peut-être, pourquoi pas, t'amener au sol. Ou alors t'envoyer ce qui s'est passé là sur le dernier UFC, saisie, frappe à la tête directement et te mettre KO. Donc Ouais. ça vient aussi de la configuration du combat qui est un peu différente. C'est les mitaines aussi pour moi. Parce que taper dans un coude, quand le mec protège, taper dans un coude avec des mitaines, ça fait plus mal à la main que quand tu as des gants d'anglaise. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Et il y a de ça, hein, mais même quand on voit des middle, hein, quand on voit des middle et que tu prends un coude, c'est pareil. En fait, tu as vraiment une configuration qui est différente. C'est-à-dire que quand tu es en boxe, euh, même ne serait-ce que la garde et la gestion de la garde des adversaires, elle est différente. C'est-à-dire qu'elle est lisible, entre guillemets. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu n'as qu'un certain nombre d'armes dans la boxe. Tu vois, tu as tes frappes de poing, effectivement, donc tu as les directs, les uppercuts, les crochets. Donc ça, voilà. Tu as des frappes de jambes, effectivement, tu as les coups circulaires, tu as les coups droits, d'accord, et les coups retournés, on va dire, et tu as les trois hauteurs de frappe. Donc avec ça, tu peux créer en fait des enchaînements, mais derrière, ton adversaire a les mêmes possibilités, tu vois. Donc tu peux créer des enchaînements et tu vas créer une défense qui va être adaptée à ce nombre de coups limités. Dans le MMA, c'est tellement vaste que forcément, ça fausse aussi ça fausse les repères, les réactions et les repères. Et d'un adversaire à l'autre, les repères vont être différents. Donc, c'est toujours plus facile, en fait, d'aller chercher la tête. C'est la cible la plus facile que d'aller chercher le corps. Et je vais mettre peut-être un dernier point aussi. C'est-à-dire que dans ces mêmes réactions de défense, un boxeur aura un mouvement de tête et un coup d'œil qui sera beaucoup plus intéressant, enfin beaucoup plus comment dire, prononcé que les mecs du MMA la plupart du temps. Donc ça veut dire que d'aller chercher la tête chez un boxeur, il va mieux se protéger, tu vois, et il va même pouvoir s'en servir pour te contrer. Un petit mouvement de buste, il va revenir, tu vois, un uppercut, un crochet, ou alors un blocage et il va renvoyer. Et donc si tu es trop unidimensionnel et que tu frappes que à la tête, en fait, tu vas donner aussi une indication à ton adversaire. Ce qui est moins le cas dans le MMA. C'est plus facile d'aller chercher la tête parce que les réactions sont moins évidentes. Il y a très peu de combattants MMA qui ont un bon jeu de tête, un bon coup d'œil, et qui vont pouvoir se servir de ça. Hop, une esquive et je renvoie, tu vois. C'est vraiment différent. En fait, c'est pour ça. C'est parce que la discipline, elle est comment dire, ouais, elle est différente, tout simplement. Mais par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, si tu es un bon boxeur, je vais prendre Magdalena pour l'anglaise et je vais prendre Fiziev pour la boxe pied-point. Della Magdalena, lui en anglaise, il va venir et il est tellement bon et tellement abouti dans sa boxe que lui, il va pouvoir se permettre de faire ses va-et-vient entre le corps et la tête. Et Fiziev, qui est tellement bon dans son pied-point et qui est tellement chirurgical sur ses frappes, en fait, et qui sait comment les placer, en fait, comment créer l'entrée pour pouvoir frapper sans être soit saisi, soit être contré par un coude, que lui, bah, derrière, il va envoyer ses middle pleine bourre, et c'est fait partie de ceux qui envoient des middle les plus puissants de la catégorie, enfin, de tout l'UFC même, je dirais. Mm. Donc, voilà, si ça peut répondre à ta question. Ouais. Ouais. Mais il faut les travailler, hein, parce que justement, en fait, toute arme qui est sous-utilisée, il faut l'utiliser. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ça va venir au fur et à mesure du temps. De toute façon, les gens s'en rendent compte de plus en plus. Et surtout avec l'arrivée justement de ces boxeurs-là, par exemple, je disais Fiziev ou Della Magdalena, ou encore là la performance de Benoît Saint-Denis, on peut revenir au début du podcast. Hein. Quand tu vois l'efficacité de ses frappes, tu te dis qu'il y a quelque chose à faire et il y a quelque chose à travailler.
Et comme le MMA est toujours en évolution et toujours en mouvement, il y a des chances qu'on en voit plus à l'avenir, en fait, tout simplement. Ouais. Voilà. Ouais. Je pense qu'on a fait le J'espère qu'on tour. a répondu à ta question. J'espère aussi. Si jamais c'est pas clair, tu nous fais un update et comme ça, on fera ça nous fera une deuxième question. Non, sinon on répondra en commentaire si jamais tu as encore des questions sur, par rapport à ce qu'on a dit. Donc voilà. Bon, 1h30, on est dans notre carcan habituel, notre format habituel. Eh ben, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous dire de vous abonner, de liker, de partager, de mettre les 5 étoiles sur les plateformes de podcast, voilà, de mettre des commentaires, de nous poser des questions. Là, chaque semaine, il y a une question, donc c'est bien. Donc, continuez comme ça. On compte sur votre cerveau pour trouver des nouveaux sujets à chaque fois. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau format actu. On a Ouais. aussi, la semaine prochaine, on va faire le débrief de l'UFC 290. Enfin, au moins de Volkanovski et Rodriguez. Et on verra parce qu'il y a aussi Duplessis contre Whittaker aussi qu'on va sûrement Et regarder avec attention. Moreno aussi. Hein. Non, Moreno, Pantoja, mais pour le coup, on en a parlé on n'en a pas parlé, mais bon, oui, effectivement, il y a ce combat-là aussi. On l'a évoqué dans notre podcast, mais par contre, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé, on n'a pas du tout évoqué Whittaker, Duplessis, ouais. Whittaker Duplessis. Donc il faudra qu'on en parle sur la review de cette UFC-là. Ouais. Donc voilà, encore une semaine chargée pour nous la semaine prochaine, 2 podcasts. Et bien pour vous, parce que 2 podcasts qui vont arriver dans vos oreilles. Bon, on a fait le tour? On a fait le tour. Eh bien, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!